problématiques et aux enjeux assez forts auxquels vous êtes confrontés pour la mise en œuvre de cette réforme. Donc nous allons, avec nos invités, essayer de comprendre en quoi cette réforme pour les entreprises est un levier d'investissement dans les compétences. Alors, le sujet est assez polémique parce qu'effectivement, cette réforme a tout lieu d'encourager les entreprises à investir dans les compétences, avec néanmoins des questions sur des dispositifs qui ont disparu, comme la période de pro, une action de formation qui est élargie, une libéralisation de l'apprentissage, donc des opportunités, mais aussi des freins et des interrogations du côté des entreprises. Donc, nous allons commencer par une séquence où je vais demander à un certain nombre d'acteurs de cette réforme d'expliquer un petit peu en quoi cette réforme est un levier pour l'investissement dans les compétences dans les entreprises, comment le CPF peut être un petit peu articulé avec la stratégie de formation des entreprises et comment les certifications professionnelles vont évoluer pour se rapprocher et répondre au mieux aux besoins des entreprises. Donc, je reçois Cédric Pudebois, sous-directeur des politiques de formation et de contrôle au sein de la DGEFP, Michael Charby, directeur de la certification professionnelle au sein de France Compétences, qui est la nouvelle autorité de régulation, et Laurent Durin, qui est responsable de la formation professionnelle au sein de la Caisse des dépôts et consignations. Cédric Pudebois, je commence par vous. Donc, cette réforme porte un certain nombre de leviers dans les investissements des compétences des entreprises, sachant que dans le même temps, pour les grandes entreprises au-delà de 50 salariés, effectivement, le fléchage des fonds mutualisés est fléché sur l'alternance et non plus sur la formation professionnelle. Mais il existe de nombreux leviers conçus par la loi pour encourager les entreprises à investir dans les compétences. Quels sont ces leviers ? Alors, on va avoir du mal à tous les récapituler, mais c'est vrai que depuis 2 jours, ça a été l'occasion d'identifier, d'un peu préciser, j'espère, et encore cet après-midi, un certain nombre de leviers ou de nouvelles possibilités offertes par les entreprises. Vous l'avez compris, on est sorti du système de l'obligation de dépenser, l'obligation fiscale dès 2014. Finalement, la réforme prolonge et amplifie ce phénomène vers la responsabilisation, la responsabilité des entreprises d'investir parce que c'est leur intérêt d'investir dans les compétences des salariés, avec des aides pour certains types d'entreprises, pour certains types de dispositifs où les contributions légales sont fléchées parce qu'il y a plus de valeur ajoutée sur l'alternance notamment, parce qu'il y a un intérêt à rendre acteur de son parcours la personne, l'individu, d'où le CPF d'accès direct et monétisé. Donc il y a des choix qui ont été faits dans la réaffectation des dispositions légales, et puis il y a un choix assumé aussi, et c'est un levier d'investissement pas court terme mais réel pour les entreprises dans la formation des demandeurs d'emploi. Je sais que c'est beaucoup critiqué, mais c'est un engagement du coup du président de la République d'avoir jusqu'à 15 milliards d'euros sur 5 ans d'investissement dans les compétences. C'est du coup engagement qui est honoré à la fois par du budget de l'État et de la contribution des entreprises, parce que avoir un stock de demandeurs d'emploi peu qualifiés en aussi grand nombre en France, vu les besoins d'activité, vu l'évolution des compétences, vu les besoins du marché du travail, c'est du gâchis. Donc un investissement important à moyen terme pour les entreprises, c'est d'avoir des demandeurs d'emploi mieux formés, y compris sur les niveaux de base, un savoir de base, mais aussi, c'est pour ça qu'on lance le plan d'investissement dans les compétences, Jean-Marie Marx vous en a parlé assez largement, pour cibler aussi sur certaines filières, certains secteurs, certaines évolutions des modalités pédagogiques pour toucher plus de public, autrement les demandeurs d'emploi, avoir des formations plus efficaces. Donc c'est aussi de l'investissement, même si ce n'est pas à court terme, mais dont les entreprises peuvent en bénéficier, puisqu'au final, il n'y a qu'une seule population active et les demandeurs d'emploi ne sont que des salariés privés d'emploi, pour reprendre une terminologie quasi syndicale, si j'ose dire. Donc
Donc peut-être quelques leviers en zoom très rapide. Vous savez qu'il y a eu des assouplissements en termes de réglementation sur l'action de formation. On en a parlé tout à l'heure, mais ça veut dire que le plan de développement des entreprises est quand même plus le plan de formation. Concrètement, ça veut dire qu'il y a quand même une plus grande liberté et pas on est sorti d'une catégorisation un peu compliquée en 3 points qui marchait plus trop bien. On a des formations obligatoires et des formations qui ne le sont pas. On a sorti du truc, est-ce que c'est de l'adaptation, est-ce que c'est de l'employabilité, où chacun mettait les formations qu'il arrangeait dans la bonne case pour pouvoir obtenir le refinancement. Non, il y a des formations obligatoires parce qu'elles concourent, parce qu'elles sont obligatoires au titre d'une norme internationale légale ou réglementaire et qu'elles sont nécessaires pour l'exercice d'un métier, d'une activité ou d'une fonction. Donc ça, c'est les formations obligatoires. Et puis il y a celles qui ne le sont pas. Donc on en parlera parce que c'est une nouvelle distinction qui a posé des problèmes. Et potentiellement pour les entreprises, c'est quand même une simplification d'avoir un système binaire. Il y a ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Et du coup, il y a des champs possibles sur les formations non obligatoires. L'obligation de l'employeur, elle porte sur les formations obligatoires. Et puis on demande, au bout de 6 ans, une fois tous les 6 ans, de proposer aux salariés, d'accompagner le salarié et de proposer une formation non obligatoire en plus des entretiens professionnels qui sont toujours dus. Et l'entretien professionnel, c'est un bon levier pour identifier les besoins, les pistes de progrès, la réalité de l'acquis en termes de formation. Donc c'est quelque chose dont aussi les entreprises peuvent se servir. C'est finalement tout récent, l'entretien professionnel tous les 2 ans, mais c'est une obligation qui peut aussi porter ses fruits. En termes de simplification, vous rappelez que sur les contrats d'apprentissage, simplification des modes de rupture du contrat d'apprentissage, création de 2 nouveaux modes de rupture pour le contrat d'apprentissage sur initiative de l'employeur, rupture pour faute grave, juste ça n'existait pas, mais les apprentis peuvent aussi commettre des fautes graves et qui sont très pénalisantes, même si ce n'est pas souhaitable, rupture pour abandon entre guillemets du CFA, pour manque d'assiduité en CFA, c'est une possibilité de rupture mais qui est quand même concrète, parce qu'il y avait juste un trou juridique, l'apprenti il n'était plus là, il n'allait plus au CFA depuis des semaines, et puis du coup il avait toujours son contrat avec l'entreprise, même s'il était tout aussi peu assidu, c'était quand même un peu problématique. Donc, et du coup, avec un risque de recours, conseil des prud'hommes. Donc, simplification dans l'exécution du contrat d'apprentissage, dérogation pour certains types, dans certaines circonstances, aux durées hebdomadaires ou journalières de travail, par exemple pour les travaux de construction, pour les secteurs qui sont intéressés. Donc, il y a eu quelques assouplissements. Et puis, l'an prochain, on passe à un dépôt des contrats d'apprentissage et non plus à un enregistrement. Et là aussi, en termes de formalité, on espère quelques simplifications, notamment dans les vérifications qui sont données. Et un petit peu de simplification aussi sur la règle, sur la grille de rémunération, mais c'est une simplification qui aussi va avec une augmentation de la rémunération des apprentis modérée, mais qui vise à renforcer l'attractivité de l'apprentissage. Peut-être juste un dispositif dont on n'a pas parlé en termes financiers. Alors financement, vous l'avez dit, pour les entreprises au-delà de 50 salariés, il n'y a plus de possibilité de plan de formation mutualisé, c'est exact. Ça a été choisi, et notamment suite à des comparatifs avec d'autres pays européens. Le vrai décrochage en termes d'investissement, d'apport en formation dans les TPE-PME, y compris par rapport à l'Allemagne, qui est le pays qu'on a le plus regardé, il joue sur les entreprises de moins de 11 salariés. C'est là où il y a un gap avec d'autres pays européens avec qui on est en concurrence, c'est là où il y a un problème de sous-investissement des formations. Ce n'est pas vraiment sur la strate entre 50 et 200. Alors on verra ce qu'il en sera dans quelques années, mais du coup, il a été choisi de plutôt flécher l'aide au développement des compétences des entreprises sur la strate moins de 50. Alors pour les plus de 50, dont certains sont nombreux dans la salle, il y a en effet l'accès à l'alternance, et l'alternance y compris pour les salariés en CDI. Vous avez vu qu'il y a un dispositif tout nouveau qui est créé de promotion et de reconversion par alternance. C'est vrai, les périodes pro sont finies. Donc dispositif sur des durées qui ressemblent à un contrat de pro. En fait, c'est un contrat de pro pour CDI avec les mêmes modalités, un dépôt auprès de l'opérateur de compétences et des formations certifiantes ou alors des formations reconnues par rapport à la grille de la convention collective de la branche, des CQP. Donc format de certification plus large que l'apprentissage et des formations de 150 heures. Donc plus qualitatives, mais qui permettent des vraies propositions de reconversion ou de promotion sociale au sein d'une entreprise.
Alors, c'est un dispositif qui va se mettre en place là, enfin, il est tout nouveau au 1er janvier. On doit encore mettre en place le CERFA, des petites procédures administratives pas très sympathiques, mais qui permettent d'être financées et de capter les financements associés. Mais c'est quand même une possibilité ouverte. On croit en l'alternance. On pense que c'est un outil aussi dans des process de restructuration parfois un peu lourdes des entreprises. Voilà. Et du coup, ce dispositif-là doit pouvoir être saisi par les entreprises de plus de 50. Et l'action de formation, donc tout ce qui va être intégré dans le plan de développement des compétences et présenté aux partenaires sociaux, est élargi. C'est-à-dire que dans cette action de formation, que ce soit les formations à distance, que ce soit les formations en situation de travail, tout ça est beaucoup plus ouvert pour les entreprises. C'est bien aussi un levier. Oui, alors non seulement l'action de formation est élargie, mais en plus, pour les moins de 50, je vous le dis au passage, le contenu de ce qui est refinançable est aussi élargi, puisque ce n'est pas seulement les formations, mais des diagnostics RH d'entreprises qui peuvent être refinancés au titre de l'aide au développement des entreprises de moins de 50. Mais oui, l'action de formation est très très simplifiée dans sa définition, et on espère que derrière, ça permet des innovations et des formes particulières qu'on a encadrées, mais pour permettre leur développement, un minimum, parce qu'on sait qu'il faut équilibrer, pas trop réglementer, mais tout de même donner des sécurités pour les stagiaires, les entreprises et les organismes de formation. Donc c'est toujours cet équilibre subtil qui est à trouver. Et donc, pour développer les formations ouvertes d'accès à la distance, qui ne sont absolument pas nouvelles, mais dont on a reprécisé ce que ça voulait dire en termes d'accompagnement minimum pédagogique nécessaire, en termes de mode de preuve, et les formations en situation de travail, qui sont aussi une possibilité nouvelle dont je pense les entreprises gagnent aussi à se saisir, puisque ça peut toucher de nouveaux publics dans des exercices professionnels. On casse l'image du groupe classe dans lequel on met des salariés qui sont parfois récalcitrants ou qui se rappellent de mauvais souvenirs. Et on a du coup un certain nombre de critères, assez peu, les modes réflexifs, la nécessité d'avoir une formateur qui soit également tuteur, des critères pour différencier cette formation en situation de travail et pour la développer, mais la différencier d'une pure activité de production. Mais l'entreprise apprenante, en effet, ça passe par potentiellement le développement de la formation en situation de travail, et on s'est efforcé de donner un cadre juridique pour ce faire. Bien, ça c'était pour les leviers effectivement d'investissement dans les compétences. Un autre axe assez majeur pour les entreprises, la grande réforme des certifications professionnelles. Ça c'était une demande des entreprises depuis assez longtemps, que ces certifications répondent à des vrais besoins, puissent donc rentrer dans des parcours construits et certifiants. Donc, Michael, c'est vous qui, au sein de France Compétences, allez un petit peu piloter avec votre équipe cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands changements et les grands axes de transformation des certifications professionnelles en termes d'enregistrement et tout ce qui va changer pour ces certifications? Oui. Bonjour à tous. Donc sur les grands axes de transformation, il n'y a pas de mystère, c'est des axes qu'on a portés en lien avec des faiblesses structurelles qui ont été constatées et partagées par l'ensemble des acteurs. Tout d'abord, le premier défaut qu'ont actuellement les répertoires, donc le répertoire national des certifications professionnelles et le répertoire spécifique qui se substitue à l'inventaire, c'est le défaut de lisibilité, puisqu'on est ne serait-ce que de manière volumétrique, puisqu'on est à 11 000 certifications actives au répertoire national des certifications professionnelles et à peu près 2000 au répertoire spécifique. Donc, déjà, le premier enjeu pour nous, c'est d'assurer une volumétrie qui va correspondre à quelque chose qui, pour une entreprise, pour un acteur économique, pour un actif, pourra être lisible et compréhensible. Donc, tout d'abord, il y a un chantier qui relève de la transformation des certifications publiques, qui est un autre volet de la loi qui ne relève pas de France Compétences, mais qui est amorcé, et notamment dans l'enseignement supérieur, et qui va permettre de réduire significativement la volumétrie et de favoriser aussi les interactions et les passerelles entre certificateurs. Et donc, dans la responsabilité de France Compétences, il y a la problématique de la régulation des certifications privées, avec plusieurs éléments de contrôle. Tout d'abord, le contrôle des organismes en eux-mêmes, qui n'étaient pas dans les attributions antérieures de la CNCP. Donc on va vérifier leur honorabilité professionnelle, on va vérifier surtout
que durant la durée d'enregistrement, ils respectent les engagements qui ont été ceux qui ont justifié leur enregistrement, ce qui est là aussi qui n'était pas contrôle, qui n'existait pas de manière concrète, et avec des possibilités de procédure de retrait de la certification en cours d'enregistrement, voire même dans les cas extrêmes de l'ensemble des certifications de l'organisme. Ensuite, l'autre angle majeur va être sur les critères d'enregistrement, puisque c'est à travers la problématique des critères d'enregistrement qui vont présider à l'avis de la commission rattachée auprès de France Compétences sur la certification professionnelle et pour donc, le directeur général de France Compétences, c'est à travers ces critères que nous allons pouvoir renforcer l'évaluation et le niveau d'exigence sur la valeur d'usage des certifications professionnelles d'un point de vue socio-économique. Et donc, de ce point de vue-là, ça va être même si c'est un critère qui existait jusqu'à présent, ça va être un point d'attention, c'est-à-dire qu'on va, pour se dire les choses très simplement, on va se concentrer un petit peu moins sur la dimension formelle du dossier, mais un peu plus sur le fond de celui-ci, sur la manière dont l'organisme justifie et établit, avec une assurance raisonnable, le besoin en compétences qui est lié à la certification professionnelle. Et ça va être un élément sur lequel France Compétences ne va pas travailler de manière isolée. Les instructeurs seront spécialisés par périmètre de filière et de secteur. Ils seront les interlocuteurs naturels des OPCO et des branches des filières dont ils auront leur responsabilité. Et même dans certains cas de figure où ça pourra se relever pertinent, ils viendront auprès de vous, auprès des entreprises, pour avoir un échange, soit sur un dossier, soit de manière plus générale, sur l'évolution, sur votre filière, sur vos métiers, sur les besoins en compétences. Et après, d'un point de vue un tout petit peu plus formel, sur les critères d'enregistrement, il y a un élément nouveau qui est introduit par la loi, la définition du bloc de compétences, qui a été quand même quelque chose jusqu'à présent de très empirique, de très variable d'un certificateur à l'autre. Donc maintenant, c'est une obligation, c'est-à-dire que l'ensemble des certifications qui vont être déposées devront être structurées en bloc de compétences. Et notre responsabilité, c'est de s'assurer que ces découpages en bloc de compétences sont cohérents, pertinents, et pour reprendre la définition de la loi, qu'ils permettent de contribuer à l'exercice d'une activité professionnelle de manière autonome. C'est-à-dire que ce ne sont pas des éléments décorrélés de votre activité économique. Ils doivent permettre à l'entreprise et à l'actif d'exercer une activité. Et dernier grand volet de cette transformation, la réactivité. Alors, qui était un élément, puisque dans le système antérieur, on devait justifier de 3 promotions. Il fallait que l'organisme ait le délai nécessaire pour faire l'analyse du besoin en compétences. Donc là aussi, ça prenait un certain temps. Et après, en général, il avait en moyenne 9 à 10 mois de délai d'instruction et de décision du côté de la CNCP. Donc, très clairement, à travers notre organisation, mais aussi à travers les principes posés par la loi et les décrets, nous allons réduire ce délai. Nous sommes maintenant à 2 promotions. Les délais d'instruction seront raccourcis. Et raccourcis à 3. On peut avoir une idée de. On va voir la volumétrie, mais l'idée, c'est 3 à 4 mois versus 9 à 10 actuellement. C'est l'objectif qu'on se fixe. Parce qu'il y a aussi un petit temps d'échange, d'interaction justement avec les acteurs, recueillir les avis de chacun. Et ensuite, dernier élément de réactivité du système, une procédure d'enregistrement dit simplifiée qui permet de se dispenser de la justification des promotions, puisqu'actuellement on a un système qui est beaucoup construit sur la justification des données d'insertion des promotions. Ce système-là reste le cœur, mais on prévoit une exception sur les métiers émergents ou en très forte évolution. Donc c'est une procédure dérogatoire, mais nous allons avoir un conseil scientifique rattaché auprès de la commission qui établira annuellement une liste de métiers. Les organismes pourront se positionner par rapport à cette liste annuelle des métiers, considérés comme émergents ou en très forte évolution. Et quand ils feront une demande d'enregistrement dans ce contexte-là, ils seront dispensés de la justification de ces 2 promotions. L'idée, c'est très clairement, quand la compétence bouge, change, on doit pouvoir mobiliser son compte personnel de formation, parce que c'est à la fois l'intérêt de l'actif, mais aussi de l'économie. Voilà les grandes transformations, pour faire très synthétique,
de ce volet de la réforme. Et ce qui est très important, si j'ai bien compris, qui intéresse beaucoup les entreprises, mais même les branches, c'est ce travail que vous allez faire directement avec les entreprises. Donc vous disiez que vos équipes allaient être spécialisées par filière économique. Donc non seulement une entreprise concrètement, si effectivement elle ressent le besoin d'une certification, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie d'être force de proposition pour de nouvelles certifications, est-ce qu'effectivement elles vont pouvoir s'adresser directement où elles seront en relation directe avec vos équipes, ou ça passera aussi par les OPCO, et à ce moment-là, les entreprises remonteront plutôt leurs besoins aux OPCO. Comment va s'articuler cette remontée des besoins ? Alors, je pense qu'il y a vraiment deux volets. Nous, la responsabilité de France Compétences, c'est d'examiner les projets qui arrivent. Et pour l'examiner intelligemment, de s'appuyer sur les expertises là où elles se trouvent, et donc au plus près des acteurs économiques. Donc ça, c'est notre responsabilité. Par contre, dans ce dialogue-là, des choses peuvent émerger. Il y a et il y a deux volets de la réforme. Là, on sort un petit peu de France Compétences, mais qui sont vraiment importants à avoir à l'esprit. C'est tout d'abord, les branches professionnelles peuvent maintenant proposer des projets de référentiel au ministère. Les ministères vont devoir accueillir ces projets et ils vont être débattus au sein de commissions professionnelles consultatives où les partenaires sociaux ont la majorité. C'est ça la réalité de la nouvelle organisation. Et ça vaut pour les certifications du ministère du Travail, pour celles de l'Éducation nationale, pour celles des différents ministères sectoriels, sport, affaires sociales, agriculture, etc. Donc c'est vraiment l'idée de la réforme, c'est la co-construction des certifications. Et c'est vraiment un élément qui sera central. Et autre aspect, puisqu'on maintient les possibilités de créer des CQP, de les enregistrer au répertoire, les CQP qui seront enregistrés au répertoire auront maintenant les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres certifications. Et donc, quand un CQP sera enregistré au répertoire, il permettra la délivrance d'un niveau de qualification et de générer les mêmes effets pour la carrière professionnelle d'un actif. Mais ça veut dire que les nombreux CQP qui, demain, ça sera le lien aussi avec le CPF, devront être enregistrés pour être éligibles maintenant au CPF. Tous ceux qui n'ont pas été encore enregistrés devront donc passer par ce filtre désormais. C'est-à-dire que tous les CQP devront rentrer dans cette nouvelle procédure d'enregistrement. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, oui. Je ne sais pas si c'est des gros dossiers, un gros stock, je ne sais pas. Alors, pas tant que ça, c'est-à-dire que tout d'abord, cette obligation-là, ça ne signifie pas que des CQP ne peuvent pas exister en dehors du RNCP ou du répertoire spécifique. Ça signifie juste qu'ils ne permettront pas un financement via le CPF. Ça ne signifie pas qu'on va juger la politique de branche d'une branche. Actuellement, on a à peu près la moitié des environ 900 CQP, parce qu'on n'est pas toujours complètement sûr du nombre, on a à peu près la moitié de ces CQP qui sont enregistrés au RNCP. Donc, sauf exception, en général, c'est ceux qui sont les plus actifs, qui présentent les plus grandes volumétries en termes de salariés ou de demandeurs d'emploi formés. Et donc, je ne pense pas qu'on va voir arriver un flux gigantesque, parce que je pense que dans les 900 CQP, enfin sur les 450, 500 CQP non enregistrés, je pense aussi qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas forcément très actifs ou qui correspondent à un accord qui a pu exister à un moment donné entre partenaires sociaux sur un métier, accord qui mériterait peut-être d'être réinterrogé, rechallengé. Et donc voilà, on s'attend peut-être à 100, 150 CQP dans les 2 ans qui viennent, qui est nouveau par rapport au stock existant. Et donc, il y a aussi un aspect transparence qui va être très important dans cette réforme de certification. Je crois qu'il y a un site qui se prépare pour mars ou pour le printemps. Et sur ce site, il y aura vraiment un effort fait de lisibilité, d'homogénéisation des critères et surtout une transparence sur, voilà, j'ai une certification, il y a un référentiel. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce site et de l'influence que ça peut avoir du coup sur... Alors, donc, pour ceux qui sont essayés à l'expérience, le site actuel de la CNCP, mais ça c'est l'histoire, c'est les moyens qui avaient été aussi consacrés à un moment donné à ces aspects-là, hein, voilà, là tu y es pour rien historiquement. Et là, clairement, le site n'est pas opérationnel. L'idée, c'est d'avoir un site en effet plus moderne, plus lisible, où on pourrait générer des API qui pourraient être intégrés le cas échéant dans vos SIRH. Et je sais qu'il y avait plusieurs grands groupes qui avaient fait la demande. Voilà, exactement. Et donc, ce sujet-là, on va mettre à disposition la donnée.
Et il y a d'autres aspects aussi en termes de transparence, c'est-à-dire les données d'instruction qui servaient jusqu'à présent sur l'insertion professionnelle seront publiées. C'est-à-dire vous verrez en direct le taux d'accès à l'emploi à 6 mois de la certification qui a permis de justifier sa certification. Et le dernier volet de cette transparence, c'est aussi que les référentiels seront directement disponibles sur le site. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important pour nous, parce que parfois, certains organismes peuvent considérer que le référentiel est un peu dans leur secret industriel ou commercial, alors que c'est une donnée publique, et c'est une donnée publique importante à la fois pour l'entreprise et l'actif. Très bien. Et donc, effectivement, alors, non, gardez votre micro, Michael, j'ai pas terminé avec vous. J'ai pas hâte d'être debout, en fait. Mais concrètement, les chantiers prioritaires, et je pense beaucoup aux entreprises qui, effectivement, les premières commissions, parce que les commissions ne sont pas encore constituées. Oui, la commission n'est pas encore constituée. Donc, quand est-ce que les commissions vont-elles être constituées et quelles sont les premières certifications, nouvelles formules, nouveaux looks qui pourront apparaître? Quel est un petit peu votre calendrier en termes d'enregistrement et de commission? Alors, pour ce qui est des commissions professionnelles consultatives des ministères, ou peut-être interministérielles, si les choses avancent bien, qui vont se constituer, donc ça, c'est le décret d'application de la loi a une date d'effet au 1er septembre. Donc les ministères s'organiseront dans ce délai-là et ça seront opérationnels à cette échéance. Concernant la commission certification de France Compétences, qui va donc examiner les premiers dossiers selon les nouvelles exigences et les nouvelles critères dont je vous ai fait part, mars, nous aurons une première réunion de la commission qui n'est pas encore constituée puisque l'ensemble des organisations n'ont pas forcément retourné encore l'identification des membres de la commission. Et ensuite, en avril, on aura la première commission décisionnelle qui examinera un premier stock de dossiers. Et là aussi, en essayant d'arbitrer entre le fait qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et donc, comme vous voyez, c'est une transformation assez importante, donc on a besoin d'affiner et de construire la doctrine en lien avec les futurs membres de la commission, et en lien aussi avec les acteurs économiques qu'on va consulter. Pour autant, c'est vrai qu'il y a des flux de dossiers importants, et qu'il ne faut pas que ça soit antinomique avec ce dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire raccourcir le délai d'instruction. Donc on va essayer sur cette année de transition d'essayer de trouver le juste équilibre entre une accélération, une amélioration du process et en même temps le fait que ce n'est pas simplement un transfert d'une responsabilité d'une commission vers un établissement public, mais bien une transformation un peu plus structurante du paysage. Très bien. Donc on verra avec les entreprises, effectivement, qu'il y a un volet qui les intéresse beaucoup. Laurent Durin, alors c'est vrai que le CPF, pour les entreprises, c'est un vrai casse-tête. Il faut quand même le reconnaître, parce qu'effectivement, le CPF a été communiqué, et c'est bien l'objet, et c'est bien tout l'objet de la réforme, hein, là pour le coup on ne se trompe pas. C'est un CPF rénové, monétisé à la seule main des actifs, et donc à la seule main des salariés. Donc pour les entreprises, c'est ouf. Voilà, comment j'articule ce CPF dans ma stratégie de formation? Est-ce que ça m'échappe complètement? Est-ce que je ne peux pas quand même effectivement co-construire avec le salarié mon CPF? Et donc, alors c'est en 2020, parce qu'en l'année 2019, pour le coup, pour les entreprises, n'a pas de changement majeur. C'est toujours les OPCO qui vont gérer les abondements. C'est pas pour tout de suite, mais je pense que les entreprises peuvent être intéressées, parce qu'elles se posent beaucoup la question, des possibilités qu'elles ont de co-construire avec leurs salariés, que ce soit en face à face avec un manager ou que ce soit via un accord collectif d'entreprise ou de branche. Et la CDC, je crois, a déjà prévu des axes de travail avec les entreprises. Et donc, elles seront assez intéressées de savoir quelles sont les 3 ou 4 formules qui s'offrent à elles pour co-construire un CPF. Merci Catherine. Je pense d'abord que le compte personnel de formation, il est compatible avec les politiques de formation des entreprises. Et avant de répondre sur les modalités, je voudrais juste, si vous me le permettez, revenir sur ce que disait Michael sur la certification, parce que c'est finalement ce qui fait le pont entre l'initiative individuelle et le besoin des entreprises. Seuls sont éligibles au compte personnel de formation les formations qui ont pour finalité le passage d'un examen, d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Ce que Michael et France Compétences vont avoir à faire dans la lisibilité de la certification est essentiel pour la réussite du compte personnel de formation. Chaque citoyen qui utilise son CPF, il l'utilise en vue d'acquérir une certification professionnelle, dont Michael a parfaitement bien expliqué la manière dont on évaluera le rendement sur le marché, et donc par nature intéresse les entreprises. Par nature. Je le dis de manière assez forte, le CPF aujourd'hui, il n'est pas conçu pour faire de la peinture sur soie ou du macramé. Ce n'est pas un outil de développement personnel. Le compte personnel de formation, il a vocation à permettre aux Français de se former sur des certifications professionnelles qui ont été préalablement validées, je ne reviens pas sur la manière dont ça a été expliqué, et qui garantissent que après la formation, l'employabilité est augmentée par rapport à avant la formation. Alors peut-être pas à l'intérieur de l'entreprise, mais globalement à l'échelle de la nation, c'est bien le développement des compétences. Et ça, je pense que c'est important de le marteler. Et ça fait le pont entre l'initiative individuelle et le besoin des entreprises au sens large du terme. C'est cette pierre de Rosette que nous avons, et c'est grâce à cette liste éligible dont on garantit que le produit de sortie est bien une certification, qu'on arrive à déjà faire ce pont. Alors bon, soyons pragmatiques, je vous donne 4 mots-clés, puisqu'on est vendredi, c'est la fin, 4 mots-clés, et si vous les gardez en tête, je pense que vous aurez tout compris du CPF. Alimentation, dotation, co-construction, accord collectif. Alimentation. Les entreprises peuvent booster les comptes personnels de leurs salariés en intervenant sur le montant que nous allons créditer sur leur compte chaque année. Je suis dans un secteur d'activité dans lequel j'ai du temps très partiel. Je décide de booster les comptes et je prends une décision qui va permettre aux salariés qui travaillent à quart-temps d'aller charger 100% du plafond annuel. Ça, c'est une première modalité. Dotation. J'ai la possibilité de mettre au crédit du compte de mes salariés une dotation en euros, une fois dans l'année, de manière exceptionnelle, en fonction des résultats de l'entreprise, etc., etc. Et ça, c'est aussi important de le réfléchir dans une logique de dialogue social, dans une logique de panier de rémunération. Donc vous aurez l'occasion, vous, entreprise, de réfléchir à cette logique de pouvoir d'achat de formation, avec toujours cette clé de rappel qui est que l'usager, même quand il est le dimanche après-midi sur son canapé et qu'il choisit tout seul une formation, il choisit obligatoirement une formation qui conduit à une certification professionnelle. Co-construction individuelle. Alors on est bien d'accord que dans ces 2 premières solutions, le salarié est totalement à la main sur son compte personnel et effectivement, il reçoit de l'argent supplémentaire, mais c'est à lui de décider ce qu'il fait et quand il le fait, dans ces 2 premières solutions. Absolument. On est dans 2 cas d'usage dans lesquels l'entreprise va mettre de l'argent sur le compte personnel sans forcément le conditionner à une demande de formation ou une action de formation en particulier. Et moi, je vous invite à réfléchir sur les opportunités en termes de dialogue social que ça peut être, enfin, qu'on peut y trouver en termes d'attractivité des métiers, etc., etc. Je pense que c'est une idée que moi j'aimerais bien voir germer au sein des entreprises. Après, on passe dans un autre champ qui est la co-construction individuelle. Là, le cas, c'est un salarié souhaite se former, il ne dispose pas d'un pouvoir d'achat formation suffisant pour acheter tout seul la formation, et là, il va aller demander à son entreprise d'être sponsorisé. Et là, l'entreprise, elle a la faculté, sur une demande ou sur un champ d'action de formation, de dire, ben voilà, sur telle partie de la certification, parce que ça fait écho à mes besoins, je vais venir compléter votre compte pour vous permettre d'aller en formation. La 4e modalité, c'est l'accord collectif. Alors, dans les 3 premiers cas, l'entreprise, quelque part, met de l'argent sur le compte et c'est le salarié qui se débrouille à faire sa formation. Pendant le temps de travail, en dehors du temps de travail, mais c'est le salarié qui gère, il a la main. L'accord collectif, c'est une modalité dans laquelle le salarié va participer au financement de la formation qui se déroule à l'intérieur de l'entreprise. Et là, on est dans une autre dynamique qui est que l'entreprise
notamment pour des questions d'organisation, de facilitation des sessions de formation, etc., va faire se dérouler la formation à l'intérieur de son entreprise. Elle va assurer la préservation de son outil de production pendant que les salariés se forment. Et donc là, tout le monde est dans l'entreprise. Et plutôt que de demander à chacun des salariés potentiellement concernés de se connecter, d'utiliser l'application, de choisir ensemble la même formation avec la même date de début, etc., etc., on a une procédure qui est extrêmement simple. L'entreprise réalise un accord collectif, les salariés vont en formation, à la fin de la formation, l'entreprise, elle nous envoie la facture de l'organisme de formation, les numéros de sécurité sociale des stagiaires qui se sont formés, la copie de l'accord collectif qui nous indique les règles de financement, elle nous envoie ça de manière dématérialisée et la caisse assure le remboursement à hauteur du solde des comptes dans le respect des règles de l'accord collectif. Les accords de branche aussi, ça c'est possible de pouvoir effectivement sur une branche déterminer une action, un métier identifié comme en tension et pouvoir effectivement abonder sur une certification. On parlait du CACES ou on parlait avec, je crois avec l'AFDAS la dernière fois qui était très intéressé de savoir qu'effectivement un CACES ça peut être utile pour des festivals ou mais c'est effectivement la branche qui décide d'abonder une action de formation pour finir. Oui, alors effectivement, je n'ai pas décliné toute la loi sur les abondements, mais on a les branches ou les entreprises peuvent globalement intervenir à chaque fois au même niveau. Les branches peuvent modifier les règles d'alimentation, peuvent assurer des dotations et également subventionner certaines formations. Et moi, j'ouvre une autre piste, c'est que les branches, elles peuvent abonder les comptes de leurs salariés, mais pourquoi pas abonder les formations, indépendamment du fait que le salarié soit dans la branche. Alors je prends toujours le même exemple, mais je suis la branche du transport et j'ai du mal à recruter des gens qui ont le CACES. Voilà, j'arrive pas à trouver sur le marché des gens qui ont le CACES. Alors c'est pas la peine que j'abonde. Alors je peux abonder effectivement les salariés qui sont déjà dans la branche, mais par nature ils ont déjà le CACES puisque je les ai recrutés par le CACES. Je peux aussi très bien décider que pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 mois, je vais garantir aux 33 millions d'actifs que s'ils souhaitent se former sur le CACES, je vais compléter les comptes pour que ce soit sans impact financier pour eux. Très bien, donc ça, c'est effectivement les leviers vus par les différents acteurs. Maintenant, on va les confronter sur le terrain aux entreprises qui, effectivement, ont peut-être été convaincus par toutes ces nouvelles possibilités de levier d'investissement dans les compétences, ou pas. Et c'est ce qu'on va voir avec nos entreprises que j'invite à monter sur le plateau. Je pensais avoir le temps de trouver un siège, parce qu'en fait, je ne peux plus m'asseoir. Yann Firmin, n'hésitez pas. Donc, je n'ai pas eu le temps, donc je vais rester debout. Non, mais je crois... Ça ne vous embête pas si je prends un siège supplémentaire? Magnifique, parce qu'on est nombreux. Je vais mettre là, comme ça, je vais me mettre entre vous, les entreprises. Je me sens mieux quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises pour confronter le réel. Je crois que vous êtes en minorité, là, messieurs, donc il va falloir répondre aux entreprises. Donc, je vais accueillir... alors, attendez, hop, j'ai pas mes notes en plus. Patricia Jarlot, donc vous êtes responsable de formation du groupe Nicolin. Isabelle Cadin, bonjour, vous êtes responsable formation du groupe Eurodisney. Jamila Dechani, vous êtes DRH adjointe d'une business unit de Veolia qui est spécialisée dans les services de l'environnement. Yann Firmin-Heriou, vous êtes directeur régional Nord-Est du cabinet de conseil Altedia. Et Laurence Breton-Cueny, vous êtes vice-présidente de la NDRH et également DRH du groupe AFNOR, qui est un groupe privé bien connu. Donc, je vais commencer par Patricia, parce que je crois que Patricia n'est pas tout à fait convaincue sur le fait que cette réforme ouvre l'investissement dans les compétences pour les entreprises. Je crois que vous avez plusieurs sujets qui vous interpellent, ou en tout cas qui vous posent problème dans cette réforme
notamment financièrement? Convaincue, en effet, je ne le suis pas, et pas davantage que quand je suis arrivée. Il y a eu des échanges intéressants, je vous le concède, mais la conviction, je ne l'ai toujours pas. Alors, la notion d'investissement, oui, on le demande toujours à l'entreprise, l'investissement. Sauf qu'aujourd'hui, pour le faire, cet investissement, les leviers me semblent un petit peu compliqués. Alors, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire sur le CPF, nous en avons déjà échangé dans les couloirs. Je suis loin d'être convaincue. Entreprises, investissez, complétez les comptes, mettez des fonds, j'entends, mais dans les entreprises, on est aussi confronté à des financiers qui voient les contributions qui sont toujours là, qui vont ailleurs. Bien sûr, il faut financer les politiques publiques, mais avant tout, l'intérêt de nos chefs d'entreprise, c'est de faire avancer les entreprises et les salariés en mettant toujours plus. Alors, il est vrai que la sinécure d'aller rencontrer les financiers quand il faut défendre nos plans de développement des compétences, nos politiques CPF et autres, ne vont pas s'améliorer. Je voulais quand même un petit focus qui ne me concerne pas particulièrement, mais quand j'ai entendu tout à l'heure l'aspect des entreprises de 50 à 299 salariés, celles qui aujourd'hui se retrouvent exclues de cette mutualisation à laquelle elles avaient droit, vous avez fait allusion, Monsieur Puydebois, à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Alors, je n'ai pas la connaissance de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, mais est-ce qu'elles ont le même niveau de prélèvement sur les fonds des entreprises pour financer les politiques publiques de formation? Voilà, ça c'était une question, parce que là c'est une méconnaissance de ma part, et je l'assume, mais j'aimerais bien connaître votre réponse en la matière. Donc aujourd'hui, le CPF co-construit, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'entreprise dont je dirige les projets de formation, qui existe dans la branche professionnelle des activités du déchet et de la manutention ferroviaire, puisque je travaille très très précisément dans ces deux branches-là, et j'interviens dans quelques autres pour mon plus grand bonheur. Donc aujourd'hui, je dois naviguer dans une entreprise où j'ai 11 conventions collectives différentes, 5 OPCA-OPCO, dont 3-4 instables, continuer à répondre aux attentes de formation que vous dites obligatoires. Dans le même temps, nous avions beaucoup travaillé avec nos collaborateurs, et notamment avec les plus bas niveaux de qualification chez nous, sur des dispositifs d'illettrisme ou des dispositifs d'accès à la qualification, du CLEA, et tout autre domaine qui pouvait présenter un intérêt et pour eux et pour nous. Et aujourd'hui, dans les incertitudes, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, on arrête beaucoup de choses, on suspend beaucoup de choses, et je m'interroge sur ce qu'on va pouvoir faire pour ces gens-là demain. Alors, il y a plusieurs sujets, je pense, différents. Déjà, effectivement, ce point d'achoppement, décidément, qui ne passe pas forcément bien. C'est-à-dire, voilà, je suis une entreprise, je contribue énormément pour effectivement les demandeurs d'emploi, ce qui est une bonne chose, que j'aurai peut-être des candidats mieux formés demain à recruter. Mais enfin, néanmoins, concrètement, devant mon DAF, etc., il va falloir que ce plan de développement des compétences, je le défende sans peu de possibilités de refinancement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui remonte pas mal des grandes entreprises. Alors, vous leur répondez quoi à ces entreprises ? On ne va pas épuiser le sujet du consentement à l'impôt, puisque c'est ça et qui est un sujet plus largement évoqué dans le cadre du débat national. Quel intérêt, quel retour sur investissement sur l'impôt? Alors c'est vrai que dans d'autres pays européens, en fait je crois qu'il y a 3 pays européens qui ont un système de contribution légale, il faudrait vérifier si c'est 2 ou 3, qui ont un système de contribution légale fléché formation professionnelle, c'est-à-dire finalement assez peu. Ça veut dire que la majorité des pays européens, c'est juste les entreprises se débrouillent. Elles ne payent pas, mais elles ne revendiquent pas non plus en retour. La particularité du système français, c'est qu'il y avait des contributions obligatoires, une imposition de toute nature, qui donnait lieu à des phénomènes d'optimisation, de recherche d'optimisation financière des entreprises, et singulièrement des très grosses, parce que les petites ne pouvaient pas se jouer à faire le calcul du retour sur investissement, je donne tant, il faut que j'aie comme ça la dernière année. C'était vraiment un privilège des plus grosses entreprises, et c'était somme toute logique dans leur stratégie qu'elles essaient d'optimiser les fonds par rapport à ce qu'elles donnaient, d'avoir un retour équivalent, voire même supérieur, ce qui était quand même la stratégie des plus grosses entreprises. Bon, on essaie de sortir de ça et de cibler... Sur les 50 299, ouais, pas sur les plus grosses.
Ah non, mais sur les 53 ans, moi je parle... voilà. Mais du coup, les moins de 11 et les moins de 50 en général sont celles qui continuent d'être aidées et qu'on a voulu préserver dans la réforme, c'est vrai. Avec un niveau de financement au global autour de 690 millions d'euros à peu près en 2019, qui va être à peu près ISO à ce qu'il y avait en 2017-2018. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet d'un moindre financement qui est effectif pour les entreprises de 50 à 300, et c'est celle pour lequel il a été considéré que voilà, il y avait d'autres formules, promotion, reconversion par alternance, l'apprentissage, et qu'il y avait une responsabilité d'utiliser leurs propres fonds, d'investir, mais sans pouvoir réutiliser, en effet, comme c'était le cas aujourd'hui, des financements mutualisés. Donc ces financements diminuent. Mais alors, plus généralement sur le niveau de prélèvement obligatoire, donc ça c'est en effet un débat plus large, mais malgré tout, le système aujourd'hui fait que la France, dans les atouts de la France, du pays, quand on regarde du point de vue des investisseurs étrangers notamment, ou en comparatif simplement, le niveau de qualité de la main-d'œuvre, de qualification de la main-d'œuvre et le niveau d'infrastructure, qui sont liés à des financements publics, sont reconnus comme un des points forts. Et sur le niveau de qualité de la main-d'œuvre, c'est très net. On est au-dessus de la moyenne européenne, et ça c'est un atout qu'il faut à tout prix préserver. C'est qu'on maintient un système de contribution, je crois, de 10 points au-dessus de la moyenne européenne en matière de participation à la formation des salariés. Et ça, c'est quand même un atout assez fort dans la bataille générale des compétences qu'on va avoir. Alors, vous dites les entreprises payent toujours plus, je reviens juste là-dessus, je comprends ça. Surtout, elles reçoivent moins, je pense que c'est ça la vérité, pour les entreprises de 50, voilà. Mais en niveau, c'est une réforme, et d'ailleurs, c'est une difficulté, c'est une contrainte, c'est que les entreprises, c'est que cette réforme se fait à ISO prélèvement, au niveau de prélèvement obligatoire. On est toujours à 1% formation, enfin si on globalise taxe d'apprentissage et formation professionnelle, 1,68, 1,23 pour les plus petites entreprises, on est sur les mêmes niveaux de pourcentage de prélèvement obligatoire qu'avant. Et on n'a pas non plus demandé à un certain nombre d'acteurs, associatifs par exemple, de contribuer à la taxe d'apprentissage dont ils sont exonérés, entreprises agricoles, à peu près toutes les entreprises, très peu d'entreprises agricoles qui sont assujetties aux bénéfices agricoles, en tout cas sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Elles l'étaient avant, elles bénéficient des apprentis pour autant. Le choix a été fait par les parlementaires de rester à un même niveau de prélèvement obligatoire, y compris avec certaines entreprises qui ne payent pas. Et du coup, ça veut dire que la répartition est très tendue après en fonction des objectifs politiques qu'on se donne. Mais alors c'est vrai que les conséquences pour les grandes entreprises, et ça on l'imagine, c'est qu'effectivement c'est une autre approche finalement et un autre métier que celui du responsable de formation du coup, parce qu'effectivement le responsable de formation doit arriver et convaincre finalement son DAF qu'il faut investir tant dans le développement des compétences. Il y a, c'est vrai, la conviction au niveau du financier, mais après, il y avait, pour celles qui avaient construit des politiques en collaboration avec les représentants du personnel, avec une confiance des relations des représentants du personnel, avec, ça peut paraître, la notion de plan de carrière, dans certaines entreprises, à certains niveaux, c'est important, mais nous, on en utilise une autre dans nos branches, qui sont l'ascenseur social. Et on se dit qu'aujourd'hui, par ces systèmes-là, on va avoir de la casse sur cet ascenseur social. Aujourd'hui, moi, j'ai un représentant du personnel qui, à son niveau, m'a dit « Mais si je comprends bien, ce que vous nous offriez aujourd'hui, vous allez pouvoir continuer à l'offrir, mais à un moins grand nombre de personnes. » Oui, donc en conclusion, ceux qui ne pourront pas y aller, il faudrait qu'ils aillent faire un tour au chômage, qu'ils se forment et qu'ils reviennent chez vous demain. Mais ça, c'est dur. Parce que ce que vous faisiez avant, par exemple, typiquement, qui disparaît aujourd'hui... Oui, c'est de l'optimisation financière, je vous le concède, c'est vrai. C'est de l'optimisation financière, et je n'ai pas à en rougir de l'optimisation financière, parce que ça a été pour faire avancer des gens, pour leur permettre d'évoluer, et je crois que c'est la plus grande fierté de mon métier, et la plus belle des réussites, d'avoir permis à des gens de bas niveau de construire des carrières, et d'avoir, bizarrement aujourd'hui, et dans cette entreprise, c'est vrai qu'il y a une forte dominante familiale, des enfants qui disent « je veux aller dans la même entreprise que papa ». Est-ce que c'était effectivement une politique d'abondement des CPF qui était très importante? Est-ce que c'était la période de pro? Est-ce que c'est effectivement ces deux leviers qui disparaissent? Il y avait des politiques d'abondement dans le cadre des comptes personnels formation. Il y avait aussi de la période de professionnalisation qui ne suffisait pas, en tant que dispositif financier en soi, à tout couvrir. Donc là aussi, il y avait de l'abondement. C'était un cumul de tous ces dispositifs qui permettaient d'ouvrir ces formations au plus grand nombre dans l'entreprise. D'où la question aussi de la co-construction donc, du CPF, qui était un levier important. Alors c'est vrai que Laurent Durin a expliqué qu'effectivement en 2020, il y avait encore cette possibilité de co-construction. Et
Alors oui, alors quels sont effectivement les grands changements? C'est effectivement la rémunération. Qu'est-ce qui fait le changement entre ce CPF, une fois qu'effectivement on a pu expliquer soit avec les partenaires sociaux, soit on peut co-construire? Qu'est-ce qui vous freine du coup dans ce nouveau système d'abondement? Aujourd'hui, dans ce nouveau système d'abondement, alors, allez, 2019, année de transition. Je leur ai dit, vous aviez vous étiez un bon plongeur avec des blocs qui étaient gonflés, on respirait tranquillement, on s'inquiétait pas trop de respirer trop vite. Là, on va commencer à maîtriser son souffle. Et à partir de l'année prochaine, on va faire de l'apnée. Voilà, on en est là. Parce que c'est vrai que je vais me positionner directement en 2020. Cette année, on a encore, selon où on est, des possibilités de financer une partie, un film des salaires, mais de financer une partie de salaire. En 2020, le compte personnel financera du coût pédagogique. Nous sommes bien d'accord. Donc, déjà, le simple fait d'accepter qu'un CPF se déroule pendant le temps de travail, il y a déjà un co-investissement de l'entreprise par la prise en charge du salaire. Parce que pendant ce temps-là, le salarié, il n'est pas en poste et il n'est pas en production. Alors, sur la rémunération, qui est effectivement un point clé du nouveau CPF rénové, je crois que Cédric voulait apporter une précision. Non, mais moi, je comprends que vous avez l'AFNE, je ne sais pas. Je vois des salariés qui vont pouvoir plonger direct sur un CPF d'accès immédiat, automatique, sur une application. Eux, ils vont directement avoir l'accès à des formations. Et moi, je dirais, j'ai plus de salaire, donc je ne vous le fais pas pendant le temps de travail. Mais madame, je pense que pour des salariés, si vous dites que c'est des formations qui sont utiles pour l'adaptation et l'employabilité de votre salarié, je pense que c'est de votre responsabilité de payer les personnes, les salariés qui se forment sur des formations qui vous sont utiles sur le temps de travail. Je pense que c'est normal. Et je pense que le refinancement sur des actions sur la même ligne financière de rémunération, non, je pense que la rémunération, y compris pour des actions de formation sur le temps de travail, c'est à vous de faire. Parce que la co-construction, a priori, effectivement, c'est utile à l'entreprise. Enfin, en tout cas, qui dit co-construction... La co-construction a été utile à l'entreprise, il y a eu de tout. Il y a, oui, des co-constructions utiles à l'entreprise, mais on ne se contentait pas de prendre uniquement la rémunération, on abondait plus que largement les heures des salariés. Il y avait aussi des projets personnels. C'est arrivé très fréquemment, c'est peut-être aussi une politique d'entreprise, alors c'est peut-être un petit cas particulier, mais nous acceptions dans des périodes relativement creuses d'activité que des salariés puissent partir en formation sur des projets très personnels pendant le temps de travail. Ça nécessitait une réorganisation, on l'assumait. Lorsque vous partez sur des dispositifs de longue durée, nous en avons parlé tout à l'heure. Oui, l'illettrisme est un cas particulier. L'illettrisme est une cause importante et une cause nationale qui est reconnue. Et il y a une vraie problématique qui aujourd'hui n'est pas solutionnée. Quand vous partez sur des problématiques d'illettrisme, de lutte contre l'illettrisme, sur des projets qui durent plusieurs années, mais que pour sécuriser et l'entreprise et le salarié, vous êtes obligé de les construire pas à pas, d'année en année, parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui est en situation d'illettrisme et de lui dire on va partir sur un projet de 5 ans. C'est pas possible. Parce que c'est se projeter à trop long terme. On y va tout doucement, on construit. Mais croyez-moi, l'investissement, il est pour l'entreprise, oui, mais il est aussi pour l'humain. Alors, l'investissement social de l'entreprise, on le fait pour les demandeurs d'emploi, on le fait pour nos salariés, mais il y a quand même des limites à ce que l'entreprise peut faire en matière d'investissement-formation. En gros, Patricia, effectivement, a l'impression que son public de salariés, qui est effectivement un public que le PIC adresse, pour le coup, dans le cadre des demandeurs d'emploi et des gens éloignés de l'emploi, du coup, au sein de l'entreprise, comment les atteindre, en fait? C'est un petit peu ça hein, que vous disiez. J'ai l'impression d'avoir un public, moi, dans mon entreprise, qui est pris en compte par le PIC, sauf que, bon, effectivement... Donc ça, c'est effectivement un petit peu ce que Patricia soulève. Alors, mais du coup, on est là dans le cadre d'une... Alors, est-ce que c'est traitement de déchets, votre branche? J'ai un peu de doute sur le... Si vous voulez, je suis multibranche. Voilà, multibranche. Je suis multibranche. Et en réalité, sécurité aussi. Dans mon entreprise, il y a de la sécurité, de la propreté. Ah, très bien. Et oui, très bien. Des activités du déchet. Le cas d'école, ou alors, écoutez, j'ai aussi des compacteurs. Si vous voulez que je passe à l'autodestruction, il n'y a pas de problème, c'est possible aussi. Mais on est du coup sur un certain nombre de branches que vous citez. Il me semble qu'il y a des contributions conventionnelles qui existent. Il y en a sur la sécurité, elles sont extrêmement fléchées. Ouais. Il y en a sur la propreté, mais vous voyez le problème, c'est que sur la propreté, les contributions conventionnelles sont en très forte sous-consommation.
Voilà. Ça veut dire que les entreprises donnent et que en fait, elles mettent plusieurs années à arriver à construire quelque chose. Donc il faut aussi créer une... Oui, pourquoi pour les... C'est intéressant pour les opérateurs de compétences. Voilà. L'opérateur de compétences nouveau qui va... Il y a du boulot. Qui se battent. Vous savez, j'ai eu un échange sur la fameuse formation à caractère non obligatoire en 6 ans avec une personne d'une branche où les niveaux de qualification sont très supérieurs. Et cette personne me disait, c'est quand même pas difficile de réaliser une formation non obligatoire en 6 ans. Pour arriver à convaincre des salariés de ces branches-là, pour certains, d'aller en formation, je pense à la propreté, nous avons les pires difficultés. Alors quand vous parlez de formation, c'est difficile. Il faut passer par la formation en situation de travail, vous êtes tout indiqué. Mais nous y travaillons et nous œuvrons là-dessus en ce moment, vous pouvez me faire confiance. Alors, on va passer peut-être par une opportunité, parce qu'il y a aussi des opportunités. Isabelle Cadin, je crois que l'aspect de la réforme de l'apprentissage, la libération un petit peu du marché de l'apprentissage et de l'alternance, est un levier que vous êtes prêt à saisir, avec peut-être des freins. Je crois que vous voulez augmenter les apprentis de 8%. Donc, est-ce que cette réforme, effectivement, d'ici 2021, est-ce que cette réforme, effectivement, en quoi libère-t-elle l'apprentissage dans une entreprise comme la vôtre ? Alors aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on a 5% de notre effectif qui est en alternance. Ça représente plus de 700 jeunes qui sont chez nous, sur différents secteurs, à la fois très opérationnels, la restauration, l'hôtellerie, mais aussi sur des fonctions plus transverses, le marketing, la com, la RH. On vise effectivement, et on en convertit 50%, c'est-à-dire qu'on en embauche 50% tous les ans. On vise en 2021 effectivement 8% d'alternants, avec si possible un taux de conversion de 80%. Donc pour nous, cette réforme sur l'apprentissage, en tous les cas, elle est plutôt positive. D'une part, l'âge a été augmenté, donc c'est plutôt positif. Le fait de pouvoir rentrer en formation à différentes périodes, c'est aussi un avantage. Maintenant, ça demande quand même à revoir toute notre politique de formation sur notre entreprise. Nous, on veut mener une politique de fidélisation en fait, de nos apprentis. Donc pour ça, effectivement, il faut que l'on revoie l'ensemble de nos processus. On va, à partir de 2020, créer en fait, un service dédié sur l'alternance avec des domaines d'expertise pour gérer les relations avec les écoles, mais aussi tout ce qui est formation de nos maîtres d'apprentissage. Donc on les forme, mais effectivement, on a besoin aussi de les rassembler, qu'il y ait plus de partage et beaucoup plus de suivi. Et puis sur 2021, ce que l'on voudrait en fait, c'est embaucher nos alternants en CDI, voilà, et les considérer. Ce sont des salariés et avec un CDI formation, ils seraient encore plus considérés comme des salariés. Et pour nous, c'est important. Voilà, donc cet investissement et cette réforme, pour le moment en tous les cas, va dans le bon sens. Après, on est dans une logique aussi, de par la refonte de notre politique de formation, d'être sur une logique de parcours, donc des parcours plus courts, si possible. Et tout ça, en fait, pour notre politique de recrutement. Voilà, on s'est fixé des objectifs assez ambitieux, qui est effectivement, pour pouvoir à nos besoins en compétences, d'envisager un tiers de nos recrutements via la promotion interne, donc en les formant, un tiers d'alternants et un tiers seulement en recrutement externe. Et en termes pour déployer cette politique d'apprentissage, est-ce qu'il vous manque des billes ou est-ce que effectivement vous avez tous les éléments en place ou est-ce que vous avez besoin de conseils du côté de l'OPCO? Est-ce que du coup vous y allez un petit peu tout seul? Non, on va pas y aller tout seul, on va y aller avec notre OPCO. Ça, on a établi un vrai partenariat avec notre OPCO. Y aller tout seul, non, et puis on a la branche aussi. Voilà. Donc on va regarder ce qu'il est possible de faire au nom de notre entreprise, mais aussi en partenariat avec la branche et avec le soutien de notre OPCO. Et je crois qu'en termes de certification, ça c'était aussi quelque chose d'important pour vous. Vous avez des parcours maison, entre guillemets, qui sont financés pour le coup par vos propres, ou en tout cas par vos propres investissements. Et vous êtes très intéressé à l'idée de développer des certifications. Je crois que vous en avez une en cours. Alors est-ce qu'effectivement les explications de Michael vous ont... est-ce que vous avez de la visibilité là-dessus? Est-ce que vous vous dites, ça a l'air plus compliqué que prévu? Ou est-ce que, non, du coup, finalement, peut-être passer par, là aussi, une relation plus directe avec France Compétences?
Oui, je pense qu'on passera par une relation directe avec France Compétences. Sur les certifications, effectivement, que l'on va créer, que notre branche va créer ou que nous-mêmes allons créer, on est vraiment sur nos besoins actuels et futurs. Les certifications qu'il existe aujourd'hui demandent un vrai travail de refonte. Il y a certains contenus qui ne sont plus au goût du jour. Les métiers ont quand même énormément évolué et ceux de demain, voilà. Donc il y a un certain nombre de certifications que nous ne faisons plus, que nous ne déployons plus, tout simplement parce qu'elles ne sont pas adaptées à nos besoins aujourd'hui. Mais alors, ces certifications dont parle Isabelle, mais je crois que tout le monde le vit aussi, ces certifications qui ne vivent pas vraiment, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour elles? C'est-à-dire, lorsqu'elles vont revenir sur la mise en examen, il va y avoir un certain laps de temps, il va y avoir un calendrier finalement assez long, parce que je crois que c'est 5 ans. Enfin, en tout cas, comment ça va se passer pour toutes ces certifications qui ne sont pas utilisées Alors déjà, il y a une première innovation assez intéressante dans la loi, c'est que, alors c'était le cas déjà pour les certifications du ministère du Travail, mais pour les diplômes de l'Éducation nationale, maintenant il y a une périodicité de 5 ans. C'est-à-dire tous les 5 ans, les partenaires sociaux, majoritaires au sein des CPC de l'Éducation nationale, devront donner un avis favorable au nouveau référentiel. Donc déjà, en termes de récurrence et de mise à jour des référentiels, je pense que déjà, ça va donner un premier élément. Ensuite, moi, j'aurais tendance à dire deux choses. Peut-être en réponse, parce que je sais, par exemple, qu'il y a des titres professionnels du ministère du Travail qui sont utilisés chez vous. Après, je pense qu'il y a aussi des sujets de bien installer, de bien faire vivre le dialogue, parce que, par exemple, je parle au nom d'une ancienne casquette, puisque précédemment, je pilotais la politique du titre à la DGFP. Très clairement, s'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas à jour, qui ne vous paraissent pas adaptées, le premier acteur qui est intéressé par cette information-là, c'est le certificateur public. C'est-à-dire parce que, et en plus pour la politique du titre, on adapte le référentiel en fonction du besoin. Donc, mais justement, il y a ce premier aspect à peut-être éventuellement à prévoir avant même d'imaginer une certification. Déjà, est-ce que j'ai une certification publique qui existe, qui en plus, le certificateur public assume quand même les sessions d'examen. Enfin bon, il y a quand même une infrastructure, notamment même y compris à l'Éducation nationale, qui est utile d'utiliser. Et donc voilà, est-ce qu'il y a ce dialogue-là qui existe? Au-delà de ça, sur les certifications qui doivent être réexaminées, qui sont au stock, il va y avoir un rythme, en effet, qui va être celui du renouvellement des enregistrements. C'est-à-dire qu'on a un maximum des enregistrements de 5 ans. En moyenne, on tourne plutôt aux alentours de 3 ans d'enregistrement moyen, ce qui signifie, on avait fait les statistiques, qu'à 2 ans, 2 ans et demi, il y aura la moitié du répertoire qui aura été réactualisé sur les certifications privées. Donc ça permettra en effet de faire le tri, alors soit de faire passer en anticipation de messages que cette fois-ci il faut être un petit peu plus exigeant sur l'identification des besoins en compétences et peut-être se re-questionner un petit peu un peu plus fortement sur le contenu, soit à ce moment-là la certification sera sortie du marché et donc l'organisme pourra redéposer 1 an ou 2 ans plus tard en fonction de ce qui a changé dans le dossier. Mais oui, il y a une logique de dire vous ne correspondez plus aux besoins de l'économie, vous n'êtes plus dans les fonds mutualisés. Très bien. Djamila, donc vous, par rapport à cette réforme, quel est votre sentiment sur les leviers qu'elle comporte pour favoriser l'investissement dans les compétences? Je crois que vous avez déjà une activité d'alternance assez forte. Est-ce que là, ça va changer des choses? Est-ce que la co-construction du CPF vous inquiète encore aussi? Enfin, quels sont un petit peu vos enjeux par rapport à cette réforme et l'investissement dans les compétences qui en découlent? Alors, je suis de nature optimiste, donc je vais quand même parler des points positifs de cette réforme, même si ils ont déjà été un petit peu évoqués. Effectivement, chez Veolia, on a une politique d'alternance assez forte. On recrute 1000 alternants par an, dont 700 apprentis. Et jusqu'à présent, la limite d'âge a été fixée à 26 ans. Nous, au sein de notre BU, nous avons une activité d'assainissement. Nous recrutons sur le territoire national principalement des chauffeurs-opérateurs. Et ce sont des métiers que nous avons déjà, il y a un certain temps, identifiés comme très en tension. Du coup, le
fait d'avoir cette limite d'âge qui est repoussée va nous donner accès à une frange de la population qui reste inactive ou active, mais en recherche de voie. Ça va nous permettre d'aller capter cette population, du coup de restreindre un petit peu ces métiers en tension. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième également, par rapport à la durée du contrat d'apprentissage qui, par exemple, sur le CAP assainissement aujourd'hui est fixé à 2 ans, donc la réforme va nous permettre de réduire également cette durée d'apprentissage à 6 mois. Donc très clairement, nous on y voit par rapport à l'apprentissage des possibilités de recrutement. Après, il y a des choses qui sont effectivement très discutables sur cette loi, puisqu'on parle de co-construction. Moi, il y a un terme qui n'apparaît pas dans cette loi et que j'aurais aimé voir, hein, c'est la co-responsabilité. Parce que, effectivement, toute la difficulté des DRH va être de trouver un point de convergence entre les intérêts du salarié et les intérêts de l'entreprise. Et tout ça dans le but d'avoir une collaboration de manière durable. Mais aujourd'hui, ce point de convergence, on ne sait pas encore où il est. Il va falloir le chercher. Et vous allez le chercher plutôt avec le dialogue social, avec les partenaires sociaux, avec... vous dites comment je vais aborder cette co-construction. Est-ce qu'il y a déjà des amorces de discussion avec les partenaires sociaux ou même de réflexion autour de ça? Alors, bien sûr, les IRP sont privilégiés en la matière, mais l'entretien professionnel va typiquement nous aider encore plus à trouver ce point de convergence. Par contre, il y a encore effectivement, sur cette idée de CPF, moi, il y a un terme qui m'insupporte, c'est le fait qu'il soit personnel. Parce que comment on peut co-construire un parcours ensemble si, d'un côté, il n'est qu'à une personne? Décidément, cette histoire de ce CPF m'échappe, ce CPF personnel, ce droit personnel, échappe complètement à l'entreprise. Je crois que ça, c'est vraiment un nœud gordien. Est-ce que ça, on l'avait anticipé du côté de savoir effectivement comment intégrer... C'est le dialogue social hein, que la loi porte, en fait, pour régler un petit peu ce nœud gordien. J'étais sur No Man is an Island. En fait, ok, c'est personnel, mais on est tous dans des environnements de travail et il y a un intérêt bien compris du salarié, notamment, à ce que son employabilité, c'est vrai que c'est le pari, hein, c'est que l'individu ait conscience de son employabilité, de ce qui est utile pour préserver, consolider, développer son employabilité, que du coup, quand le responsable RH le reçoit et qu'il lui dit bah, attention, telle et telle compétence, il faut regarder à les acquérir, qu'ils disent bon bah ok, j'accepte de contribuer moi aussi. Peut-être que le coût de la formation est insuffisant. Est-ce que vous acceptez de mettre la main à pâte pour passer de 1800 € de formation requis alors que j'ai 1500 sur mon compte ou beaucoup plus. Donc voilà, je pense que c'est le pari, mais le compte personnel de formation, c'est vrai que c'est d'initiative individuelle. L'initiative est individuelle. Mais son déploiement est peut-être dans un cadre qui est organisé avec le monde dans lequel il entoure. Et en plus, les salariés, je crois, il y a des statistiques, quand ils veulent évoluer professionnellement, le premier réflexe, c'est quand même dans le monde qui les entoure, soit de l'entreprise ou la branche professionnelle, en fait. Les mobilités complètes où on change complètement de secteur, pas tant que ça. Il va d'abord réfléchir à son environnement proche, la branche ou la branche d'à côté. Et donc ça, c'est un atout pour vous, pour co-construire. Alors, merci d'avoir employé le terme employabilité. Parce qu'il y a aussi une incohérence dans cette loi. Mais on était là pour ça. On est là pour ça. Vous avez donc employé ce terme d'employabilité. Le salarié est aussi responsable de son employabilité. Sauf que juridiquement, cette employabilité repose toujours sur les épaules de l'employeur. Et que dans le cadre d'un contentieux, n'importe quelle juridiction vous donnera toujours tort par rapport à cette employabilité. Du coup, pourquoi vous ne l'avez pas partagée? C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'employabilité interne et l'employabilité externe. En fait. C'est-à-dire qu'effectivement, si je mobilise mon CPF avec l'accord de mon employeur, mais sur une employabilité qui, entre guillemets, ne servira pas à mon entreprise, mais servira d'une manière générale à mon employabilité dans mon parcours professionnel,
mon avenir professionnel que je choisis. Est-ce qu'effectivement, du coup, l'entreprise, je crois que c'est la question qui est sous-jacente, est-ce que l'entreprise peut être épinglée parce qu'elle n'a pas assuré l'employabilité Je crois que c'est ce que vous disiez. Il y a une espèce de peur. Je confirme et je signe. C'est-à-dire que l'entreprise sera sanctionnée. Il y a un peu une ambiguïté sur l'obligation. Madame a raison, il y a un article du Code du travail qui prévoit toujours que l'employeur est responsable adaptation en emploi et maintien, adaptation au poste de travail et maintien dans l'emploi, donc employabilité, maintien en emploi. Donc, et du coup, et cet élément-là est regardé notamment par le juge en cas de contentieux. Contentieux qui ne sont pas non plus monstrueusement très très lourds en volume par rapport à d'autres types de contentieux du droit au travail, mais ça peut coûter cher. Et du coup, il y a, c'est vrai, quelque chose qui existe. Les partenaires sociaux, dans les échanges qu'ils ont eus, ne sont pas allés jusqu'à considérer qu'il fallait une employabilité partagée, que du coup, il fallait organiser un critère. N'a pas mobilisé son CPF depuis 15 ans, ça serait ça. Et du coup, s'est rendu responsable d'un sous-investissement de sa propre employabilité. Écoutez, laissons le CPF se mettre en œuvre d'accès direct. Là, vous déformulez les mots. Parce que 15 ans, ça fait un peu trop. Juste un point. Madame la ministre disait mercredi, le CPF, c'est pas le règne de l'individualisme, c'est le règne de la personnalisation. Et j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'assez pertinent. Le compte, il est personnel parce que les droits sont attachés à l'individu. Et ça, je pense que c'est un des acquis, non pas de cette réforme-là, mais de la réforme de 2015. Je pense qu'on ne crée pas le CPF cette année. Le CPF, il a été créé par la loi de 2015. Ce qu'on crée cette année, c'est la solvabilisation du compte. C'est-à-dire que il y avait les opportunités ont été créées en 2015, ont été élargies en 2016, et aujourd'hui, c'est les moyens qu'on fournit. Le CPF tel qu'il a été construit dans son ADN, il a été construit en 2015 sur la base, alors je parle sous contrôle de Cédric, d'un ANI. Donc, et c'était aussi beaucoup les branches qui poussaient sur ce concept d'intuité personae, pour permettre aux salariés de prendre conscience qu'il avait la possibilité de se former. Et je pense que, alors effectivement, ça dépend de quel point de vue on le regarde. Si on le regarde uniquement à l'intérieur du périmètre d'une seule entreprise, les questions que vous évoquez, elles peuvent se poser. Si on le regarde à l'échelle de la France, on crée quand même le droit de se former. Et ça, je trouve que c'est assez important. Quand on parle de personnel, le CPF, c'est le droit pour chaque citoyen de se former. Et c'est les moyens d'exercice de ce droit. Et ce n'est pas uniquement les activités salariées, c'est aussi les activités bénévoles. Mais alors, du coup, si chacun a le droit de se former, pourquoi faire porter sur les épaules de son employeur l'obligation de le former? Alors, je crois que décidément, la question, c'est la responsabilité qui pèse sur les seules épaules des entreprises. C'est un petit peu ça. C'est contradictoire, si vous voulez, parce que personnel... Alors, ou complémentaire. Je suis allée voir... Ou complémentaire. Allez, je vous l'accorde. Je suis allée voir la définition du mot personnel dans le dictionnaire, quand même. Je me suis dit, bon, individuel qui appartient en nom propre. Et comment voulez-vous co-construire quelque chose avec un droit qui n'appartient qu'à une seule personne? Et voilà, on n'aura sûrement pas la réponse aujourd'hui. Je ne pense pas que la loi évoluera à ce niveau-là, mais je trouve que c'est extrêmement dommageable pour les entreprises. Deux petites secondes. Moi, j'ai une vision qui est... D'abord, je pense que globalement, il faut qu'on restaure aussi de la confiance. Les générations, et surtout les nouvelles, se saisissent de plus en plus de leur parcours. Alors, il y a effectivement des publics, notamment les plus éloignés de l'emploi, pour lesquels on doit mettre en place des mesures spécifiques. Mais quand je regarde les 25 millions d'actifs, on a quand même de plus en plus de générations qui ont pris conscience qu'elles portaient une responsabilité également individuelle dans leur propre trajectoire professionnelle, et que ces trajectoires professionnelles, elles s'exerçaient plus uniquement de 16 ans à 65 ans au sein d'une même entreprise. Et je pense qu'on a aussi une responsabilité de permettre à chacun, et je pense que le CPF est un levier, de faire prendre conscience à l'ensemble de ces individus qu'ils détiennent une partie de la réponse. Une partie.
Et que les autres parties de la réponse, elles se trouvent dans l'entreprise, elles se trouvent dans la branche, elles se trouvent également avec Pôle emploi. La co-construction, elle ne s'oppose pas au droit de propriété, quelque part. Sinon, on revient un peu sur les théories contractuelles de l'État, quelque part. L'idée, c'est de dire comment on est capable, et ça, par contre, alors que ça nous oblige à être innovants et que ça soit exigeant pour nous dans le devoir de conseil, j'en dis conviens pas. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais c'est l'occasion de pouvoir trouver à la fois des accords vertueux d'un point de vue collectif et d'avoir de vraies discussions avec les salariés sur leur propre parcours. Et je terminerai en disant, on entend aussi souvent parler des problèmes d'absentéisme dans les formations, que les salariés considèrent que c'est uniquement le travail de l'employeur de s'en occuper. Et j'ai aussi beaucoup entendu des entreprises dire on a des salariés qui ne se sentent absolument pas concernés par cette affaire et comment on peut les aider à les mobiliser. Je pense qu'il faudra qu'on regarde l'impact un peu sociologique pour les salariés de la prise de conscience qu'ils ont un porte-monnaie individuel et que dans le cadre des accords collectifs, quand ils ne se présentent pas à la formation, quel impact ça a sur leur compte. Ça, je pense qu'on ne l'a pas encore, on va le découvrir au fur et à mesure, mais la perception pour chacun que ce pouvoir d'achat formation, il est important. Ça peut changer un peu la sociologie de la perception de la formation pour chacun des salariés. Alors j'ai l'impression que là il y a effectivement un changement culturel aussi de l'entreprise par rapport au lien qu'il a avec son salarié et la responsabilisation. Effectivement la co-construction, c'est un peu le pari de la réforme. Alors maintenant c'est effectivement d'utiliser le dialogue social, que ce soit au niveau des accords collectifs ou au niveau du manager et de son salarié, et effectivement comme un levier de dialogue social et de lien social un peu rénové. Et il y a certains... Alors, c'est plutôt la direction des ressources humaines, du coup, qui peut s'emparer de la chose, puisque là, on a carrément des sujets de fidélisation, de retrouver la confiance. Et apparemment, il y a un mouvement qui s'amorce. On va voir. En tout cas, c'est vrai que c'est à construire et que c'est pas simple. Mais peut-être deux statistiques. Si on regarde le panorama qui a été publié par la Ségos il y a quelques jours, il y a 36% des salariés, en tout cas interrogés, qui expliquent que pour leurs besoins de formation, ils vont solliciter leur manager. C'est quand même 36. À peu près autant qui disent qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Donc 50-50, et 65% des DRH qui ont indiqué qu'ils souhaitaient faire des accords, y compris des accords pour co-construire le CPF. 65% des DRH interrogés, certes c'était plutôt sur des entreprises de taille importante que sur des TPE, PME, j'en conviens. Mais c'est un signal qu'il y a des choses à construire et que les acteurs commencent à s'y préparer. Oui, je pose la question justement, bien évidemment, aux entreprises. Ce que vous dites est vrai, mais alors on a, c'est vrai, des gens qui étaient partis sur des idées de CPF autonome et qui reviennent nous consulter. C'est-à-dire qu'ils ont commencé la démarche et ils reviennent nous consulter en entreprise en disant, tout compte fait, je préférais le monter avec vous parce que ça reste du hors temps de travail, c'est pas discuté, mais par contre, je préfère le monter avec vous parce que je comprends pas tout. Donc ça, c'est important. Il y a une chose qui me dérange dans les termes que vous avez utilisés. Ça a commencé avec la présentation de Mme la ministre du Travail sur la monétisation du CPF, qui m'a valu quelques questions. Quand vous parlez de porte-monnaie, ou quand M. Puy-de-Bois dit pouvoir d'achat, formation, je l'entends. On se retrouve aujourd'hui avec des salariés qui nous disent « je vais l'avoir quand, cet argent ?» Moi, je voudrais bien le toucher. J'ai eu récemment un salarié qui s'est présenté parce qu'il venait de quitter l'entreprise, n'était pas d'accord avec son solde de tout compte parce qu'il n'y avait pas l'argent de son CPF, qu'il le voyait sur le compte personnel, mais qu'il ne l'avait pas dans son solde de tout compte. Alors, par pitié, pour la bonne compréhension, pas de porte-monnaie, pas de pouvoir d'achat. Non, c'est vrai que les termes peut-être de pouvoir d'achat, de formation sont peut-être pas... mais effectivement, il y a aussi une acculturation à faire par rapport à ça. Mais moi, j'interroge les entreprises parce qu'effectivement... il y a un sujet RH en fait, il y a un sujet de gestion des ressources humaines. Non mais je ne sais pas dans vos entreprises quel est le lien entre le responsable de formation comme levier de politique de ressources humaines, de fidélisation, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le sujet dont on parle, que ce soit les DRH qui aient répondu à 36%, ça montre bien que ça peut être aussi un levier de la co-construction, effectivement, mais un levier RH en fait, presque plus que de formation, d'uniquement de formation. Est-ce que vous avez l'impression que dans vos entreprises, effectivement, ce lien avec les DRH et cette espèce d'outil qu'on peut utiliser pour fidéliser, en dehors de l'évolution des compétences, mais aussi comme levier de dialogue social, est perçu par de cette réforme ou pas?
Ou c'est un sujet qui commence à remonter, 36%? Pour l'instant, les salariés ne l'ont pas encore bien perçu. Il faut un petit peu de temps, laissez-leur comprendre le pass. Enfin, déjà, là, ils vont recevoir leur bulletin de paye, donc ils vont déjà le comprendre. Ça, c'est effectivement un autre sujet. On va passer à l'étape suivante avec la réforme, puisque, bon, effectivement, on a beaucoup parlé de monétisation, mais concrètement, comment ça va se passer à titre individuel? En tout état de cause, aujourd'hui, un salarié s'adresse effectivement, en tout cas chez nous majoritairement, à son N+1. Voilà, son N+1, et ensuite, les besoins sont remontés au niveau du service formation. Et après, on fait nos choix en fonction des budgets qui nous sont alloués. Alors, ce qui est compliqué peut-être aussi, et c'est ce que vous soulevez, toutes les entreprises, ce droit individuel, ce droit personnel à la formation, est-ce qu'en termes de communication, parce que je me tourne, pour le coup c'est une question, est-ce qu'en termes de communication, l'entreprise qui éventuellement est désireuse de communiquer sur le CPF, voire même d'encourager les salariés à mobiliser leur CPF, c'est une voie où du coup c'est contraindre finalement un droit individuel, une liberté individuelle, ou au contraire c'est effectivement fait partie de... C'est un outil potentiellement du dialogue social, puisque le salarié met son CPF, l'entreprise cofinance avec les différentes modalités, dotation, alimentation qui ont été présentées. Non, donc les entreprises peuvent en parler, les entretiens professionnels sont là pour ça, mais voilà, et dans les faits, il faut néanmoins, le CPF d'accès direct autonome monétisé dont on parle, c'est novembre 2019, donc après nous, pouvoir public, on va communiquer une fois que le système est en place et fonctionne. Donc on ne suranticipe pas non plus, et du coup ça sera plutôt à la fin d'année où nous prévoyons, côté ministère du Travail en lien avec la Caisse des dépôts, une séquence d'informations un peu plus générale qui pourrait être relayée par les RH dans les entreprises. Isabelle, un dernier mot, et puis je vais laisser la parole aux deux autres intervenants. Alors, les entreprises, elles communiquent, et enfin, en tous les cas, nous, on a communiqué sur le CPF dès son lancement. Que ce soit par des flashs à l'ensemble de tous nos collaborateurs. Effectivement, dans les entretiens professionnels, on en parle aussi, mais ce n'est pas ce qui a permis à l'ensemble des collaborateurs de créer leur compte. La plupart qui ont mis en place des CPF entre 2015 et au 31 décembre 2018, à la limite, le compte, c'est mon équipe et moi-même qui leur avons ouvert. Et peu importe le niveau de qualification, peu importe le niveau d'études. Donc ça montre bien que même une personne qui veut le faire hors temps de travail, elle va devoir être accompagnée, parce que c'est la jungle aujourd'hui sur Internet pour comprendre réellement le fonctionnement. Et l'inquiétude aujourd'hui des entreprises, mais des salariés et des partenaires sociaux, c'est cette fameuse application mobile. Donc on a aussi un certain nombre de collaborateurs qui ne savent pas lire, qui ne savent pas utiliser ou qui n'ont pas accès à l'ordinateur tout simplement. Même s'ils ont un smartphone, croyez-moi, pour eux ça va être compliqué de trouver ce dont ils ont besoin, de déclencher l'action de formation. Donc automatiquement ils viendront, quoi qu'il en soit, à la RH, au service formation pour qu'on les aide. Et on le fera. Donc il y a de la co-construction de toute façon, a priori. Sur temps et hors temps. Alors Laurence, donc vous êtes vice-présidente de la NDRH, donc déjà à ce titre, est-ce que vous pouvez nous donner, alors on va peut-être quitter le sujet de la co-construction qu'on a largement évoqué, est-ce qu'il y a d'autres sujets, notamment autour de la gestion des compétences, le fait qu'effectivement les entreprises vont pouvoir, sur le plan de développement des compétences, développer des actions beaucoup plus élargies. Quel est un petit peu le sentiment de vos adhérents qui sont des responsables des ressources humaines? Bien, ils sont comme mes collègues. Bonjour à tous. Ils ont peur pour l'année 2019 de ne pas réussir à boucler leur budget. On a fait nos plans de formation et on ne va pas avoir de fonds. Alors, je parle de façon globale, parce qu'entre nous, il y a une grande inéquité de budget. On n'est pas tous dans les mêmes entreprises. On sait tous que le capital humain est important, mais on n'oublie pas qu'on a une direction comme une autre avec des budgets et on doit les tenir. Donc c'est vraiment difficile pour certains d'entre eux qui d'ailleurs nous disaient et faisaient remonter que dans leur CODIR, ils vont devoir dire qu'un tiers du budget de formation ne se ferait pas. Et ce sont des personnes du monde de l'industrie. Dans prestation intellectuelle, on est plutôt protégé aujourd'hui. Mais voilà, donc il y a cet état. Alors, nous, d'une part, on était favorables à cette réforme parce qu'on voulait une simplification et trouver ça bien mobilisé. J'avoue franchement que cette université, j'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'il faudrait partager. Et surtout, on a pu voir qu'on avait quelques mois pour, on va dire, améliorer les choses. On voit très bien, parce qu'on en a discuté ensemble, on a quelques problèmes, effectivement, liés à la communication.
Je partage tout à fait l'avis de mes collègues quand on parle individualisation, personnalisation, alors qu'effectivement, il y avait quand même aussi les mots de Madame la ministre qui disait il faut penser à la compétitivité des entreprises. Et on est plus fort ensemble. Donc moi, je crains, comme d'autres collègues, de la communication, des petits pièges, des petits mots que l'on peut entendre ici et là, qui laissent entendre qu'une personne seule peut, on va dire, aller dans son parcours. Il y a un point dont certains ateliers ont abordé la thématique, c'est tout ce qui est numérisation, robotisation, automatisation. Je rappelle qu'il y a d'excellents rapports du Conseil d'orientation pour l'emploi. Je vous conseille de lire les 2 tomes qui sont parus en 2017. Alors parfois on entend effectivement ces grands chiffres. On a 10% finalement des emplois grosso modo qui vont disparaître, mais on a 50% des postes, des salariés, soit des métiers, soit des compétences qui vont véritablement évoluer. Donc aujourd'hui, moi ce que je remarque, c'est que dans certains métiers où on a des tensions et dans certains secteurs d'activité, eh bien au moment où ils vont devoir faire face à des révolutions importantes en termes de compétences, ils n'auront pas les moyens de le faire. Et alors c'est bien de penser à ceux qui sont en recherche d'emploi, demandeurs d'emploi, c'est quand même là où vont nos fonds. Donc de soutien, on dit toujours, et d'ailleurs c'est ce que dit fort justement notre président, c'est-à-dire que là, sur les cotisations, on va en premier flécher sur les demandeurs d'emploi, on va flécher sur les entreprises de moins de 50, on va flécher sur le CPE, on va flécher sur le CPF en transition, et nous, pour nos salariés, que reste-t-il ? Et là, il faut vraiment bien voir que le tissu économique français n'est pas homogène et que certains auront des besoins. Et ça, il faut l'entendre. Parce qu'en plus, dans les réformes, les entretiens professionnels, nous les faisons, mais nous dire qu'il faut effectivement qu'une formation soit faite, qui soit en dehors finalement de nos obligations en termes d'employabilité, on aurait pu imaginer que le CPF aurait pu le faire. Donc voilà, donc il y a quand même des questions qui se posent. Et puis pour la co-construction, eh bien aujourd'hui, d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en discuter, je trouve ça bien. Je ne crains pas le dialogue social. Nous, on a vraiment des IRP qui sont comme nous, c'est-à-dire on va tous dans le même sens pour co-construire, mais on a quand même un certain nombre de points et on en parlait. Aujourd'hui, quand on fait un accord collectif, il s'applique à tous. Mais si on dit qu'on utilise les CPF demain, que va-t-il se passer si effectivement une personne dit mais c'est un droit individuel, moi vous êtes bien gentil, mais je n'ai pas envie de collaborer. Que va-t-il se passer quand on doit faire des plans de financement et qu'on ne connaît pas finalement les montants dans les CPF de nos collaborateurs ? Nous, si on fait ce type d'accord, c'est vraiment pour emporter et pour, on va dire, accompagner nos collaborateurs. Il y a beaucoup de compétences, obsolescence des compétences, eh bien c'est une réalité. On cite souvent, et certains l'ont parlé dans l'atelier des RAP, des Robotic Automatic Process, vous les mettez, toutes vos activités de saisie en tout ou partie vont disparaître, et croyez-moi, on ne va pas transformer les personnes en un claquement de doigts. Il va nous falloir du temps. Et puis, ma collègue parlait fort justement, l'illettrisme, on a quand même 50% des personnes qui sont illettrées, qui sont en activité aujourd'hui. L'illettrisme, à peu près 1,5 million de personnes, 13 millions de personnes qui souffrent d'électronisme. Merci d'avoir cité Cléa. Moi, quand j'ai découvert ce certificat Cléa, je me dis, parler de la formation, c'est bien, développement des compétences, mais n'oublions pas les compétences de base. C'est un point important. Moi, je l'aurais mis à côté, si vous voulez, parce que pour reprendre certains types d'activités où effectivement il faut déjà travailler, alors je vous rappelle, c'est la numératie, la littératie, savoir lire c'est une chose, savoir compter, mais comprendre ce que l'on lit, comprendre des instructions, c'est pas la même chose. Tout ça, ça aurait été mis en dehors. Parce que là, on oublie, on a l'impression que tout le monde est beau et gentil. C'est vraiment un point. Nous, on est tous d'accord au niveau de la NDRH. On apprécie l'impulsion de vouloir entraîner finalement la France de façon globale, de monter les compétences. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même des inégalités qui existent. Et ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on va pouvoir faire changer les choses. Donc si j'entends bien, il y a un enjeu de la part des entreprises qui sont dans une phase de transformation majeure. Donc effectivement, il y a des grands besoins de formation aujourd'hui, parce que c'est une révolution industrielle, donc il faut la mener. Et ce problème toujours de financement, de ces montées en compétences, mais dû à la transformation digitale en grande partie aussi. Il y a la transformation, du numérique, il y a l'automatisation, il y a la robotisation.
Il y a aussi les transformations qui sont liées au vieillissement de la population. Et ça, c'est un autre défi, nous, des RH, il ne faut pas l'oublier. Hein. Aujourd'hui, on a l'allongement de la durée d'activité. Alors, quand j'entendais certains dire oui, j'ai 58 ans, je voudrais donner le CPF à mes enfants. Mais attendez, vous allez travailler au moins jusqu'à 65 ans avec nous. Hein. Donc, à 58 ans, il faut continuer à se former. Non, mais c'est une réalité. L'allongement de la durée d'activité, l'espérance de vie en bonne santé qui diminue, hein, c'est 63 ans aujourd'hui, mais je rappelle qu'en Allemagne, c'est 59 ans parce qu'eux travaillent déjà jusqu'à 67 ans, donc ce n'est pas la même chose que nous. Donc on va avoir des changements de métier à anticiper. Si vous voulez qu'on garde les gens en emploi, pour pas effectivement qu'ils aillent sur nos comptes de prévoyance et autres, on a vraiment beaucoup d'adaptations à faire. Ça veut dire que, et surtout dans certains métiers difficiles, ces adaptations, il va falloir les faire vite pour pouvoir accompagner les personnes jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle, si vous voulez pas qu'on les retrouve ailleurs, finalement dans un autre cercle, parce que c'est la question des équilibres. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des enjeux phares. Au-delà, la formation professionnelle doit être une des clés, mais le monde n'est pas limité à la formation professionnelle, il est entier. Et quand on en avait parlé, on utilise beaucoup en France le terme GPEC, hein, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et j'en parlais ce midi. Je disais, en fait, il y a ce qu'on appelle le Strategic Workforce Planning, le SWP, où là, on travaille sur l'entreprise étendue, on travaille sur nos enjeux stratégiques à long terme, nos métiers, nos compétences et comment accompagner, et c'est ça. Et alors, pourquoi je dis entreprise étendue ? Ça, c'est important pour nous, DRH et fonction RH. On ne parle pas que des salariés, on parle de toute personne qui contribue à l'activité. Notre champ ouvert est très vaste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, soit on a la pénurie sur nos experts, soit après on a à transformer d'autres personnes dont les métiers sont amenés à disparaître ou les compétences vont pas être en adéquation finalement avec les besoins de demain. Donc on a vraiment des gros enjeux et la réforme de la formation devrait nous aider. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger. Alors, on a quelques mois. Hein. Moi, j'ai pas mal tweeté, j'ai dit on a 11 mois pour se mettre d'équerre et se mettre ensemble parce qu'on ne gagne qu'ensemble. Alors, quand on dit ensemble, est-ce qu'effectivement, dans la réforme, on l'a vu hein, tout au long de cette université, il y a aussi la restructuration de ces OPCO qui ont une logique de filière économique, donc de GPEC a priori qui couvrerait l'ensemble de l'écosystème d'une entreprise sur une filière économique. Est-ce que ça vous paraît une réponse possible ? Est-ce qu'en tout cas, c'est un levier que vous pourriez utiliser pour répondre à cet enjeu un peu de filière, d'écosystème ? Alors moi, je dirais que tout dépend sa filière et tout dépend son OPCO. Je pense que c'était comme à l'époque de l'OPCA. Et en fait, chaque cas est unique, puisqu'on peut être effectivement dans un OPCO et pas ressembler aux autres. C'est très particulier. En fait, il faut du sur-mesure. Il y a certains métiers où effectivement c'est plus simple, mais je pense que la réponse n'est pas unique. Et là, il faut vraiment aller au plus près du terrain pour trouver des solutions. Parce que ça, on ne peut pas, effectivement, vous l'avez dit vous-même, on parle d'individus. On parle de personnes, et donc là, c'est vraiment du sur-mesure. Donc j'espère, en tout cas, que la réforme nous permettra et d'avoir des OPCO, on va dire, plus homogènes. Je sais que c'est les branches derrière, mais moi, j'ai toujours dit pourquoi on n'avait pas tous les mêmes avantages dans certains OPCA à l'époque. J'espère qu'on aura plus d'homogénéité au sein des OPCO, parce que quand on est, en fait, utilisateur final, combien de fois on a regretté de ne pas être dans l'OPCA du voisin ? Est-ce que les OPCO sont une des réponses, Cédric ? Enfin, est-ce que cette réforme et cette restructuration va dans le bon sens et se construit là où il faut ? En tout cas, on va veiller à ce que sur 10, 11, 12, on verra combien d'opérateurs seront au final agréés, à ce que ce soient des opérateurs qui soient robustes pour pouvoir notamment analyser les besoins aider les entreprises à analyser les besoins en compétences et les besoins en emploi. Ils ont quand même pas mal de données à leur disposition, hein, les opérateurs de compétences, hein, qui peuvent traiter, analyser des études qui sont disponibles, ou parfois c'est aujourd'hui hétérogène, c'est vrai, parfois il y a des documentations qui sont en ligne, parfois il y a un observatoire unique qui fait du bon boulot avec certains DRH, parfois au sein d'un même OPCA il y a 9 observatoires non coordonnés et avec des modes de traitement des données qui sont différents, enfin des choses très pratiques. Donc oui, on attend un service plus globalement, un appui technique à l'accompagnement des branches et derrière des entreprises pour l'analyse des GPEC qui soit améliorée, en tout cas modestement. L'État, dans les conventionnements qu'il passera, convention d'objectifs et de moyens avec les OPCO, regardera les stratégies des branches pour essayer d'analyser les moyens, y compris à attribuer les plafonds de fonctionnement qui seront attribués aux OPCO en fonction des stratégies de branche derrière. Et oui, on les fait tous quand on reçoit les OPCO. Maintenant, on essaie de parangonner au maximum, d'analyser leurs apports et on espère des progrès
en matière de prestation de services aux entreprises avec ces nouveaux opérateurs. Avec la service de nécessité du proximité. service public proximité qui est un critère d'agrément proximité sur l'ensemble du territoire national, outre-mer compris, c'est vrai. Alors on arrive presque au bout de cette table ronde. Je crois qu'il y a un sujet effectivement qu'on n'a pas beaucoup entendu au cours de cette réforme, et en tout cas sur lesquels Yann Firmin voudrait revenir. Donc c'est la VAE. Oui, malheureusement je trouve souvent, et l'occasion m'en est donnée, déplore que la validation des acquis de l'expérience, qui finalement en matière d'investissement dans les compétences est quand même un outil merveilleux, un outil qu'un certain nombre de pays limitrophes nous envient, et cette fois-ci encore été un peu le parent pauvre. Alors, est-ce que c'est une erreur de ma part, une erreur de perception? Est-ce qu'il y a une ambition que j'ai pas vue? Bon, je crois que c'est partagé. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques évolutions, et c'est intéressant de le repartager ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui mettent en place, qui investissent dans la validation des acquis de l'expérience n'ont qu'à s'en féliciter. On a vraiment de très très beaux succès. Ça reste largement méconnu. Très fréquemment, finalement, le sujet est un peu rapidement conclu au motif que c'est compliqué. Je crois que derrière cette complexité se cache un déficit d'information et un déficit d'accompagnement qui, lorsqu'ils sont résolus, donnent de très beaux résultats. Donc, est-ce que, en la matière, d'abord, ma perception est partiellement ou totalement erronée? Et deuxièmement, quelles sont dans les initiatives qu'entend prendre le gouvernement et la puissance publique sur ce sujet, une inflexion enfin donnée à cet outil qui est maintenant en place depuis de nombreuses années et qui malheureusement patine un peu? Alors, avant d'avoir la réponse un petit peu de ceux qui construisent la réforme sur le sujet, vous, les entreprises, la VAE, effectivement, est-ce que c'est un outil que vous percevez comme complexe? Est-ce que c'est un outil qui vous paraît intéressant et pas assez utilisé? Est-ce qu'effectivement, vous regrettez que la réforme n'en ait pas profité pour réformer aussi ce... Voilà, comment vous utilisez la VAE dans vos entreprises? Alors nous, on a tenté des VAE collectives au sein de l'entreprise sur certaines certifications. Aujourd'hui, alors ça a bien fonctionné à partir du moment où vous avez effectivement quelqu'un qui va gérer ça de A à Z. Voilà. Au sein de l'entreprise. Dédié, oui, dédié à ça. Aujourd'hui, on en a certains qui font de la VAE individuelle, qui se lancent dans l'aventure. Pour beaucoup, ils arrêtent en cours de rédaction en fait, de leur livret, tout simplement parce que c'est trop compliqué. Ils n'ont pas mesuré non plus l'investissement que ça leur demandait, tout en continuant à exercer leur activité professionnelle. Donc voilà, donc très souvent, du coup, ils reviennent, et alors on utilisait la période de pro, du coup, pour les renvoyer en formation. Bon, la période de pro est morte, voilà. Donc ça, c'est bien dommage. Mais voilà. Mais sinon, certains, effectivement, ont fait. On a eu de beaux résultats. Et pour ceux à qui il manquait une ou deux UV, c'est l'entreprise qui refinançait derrière pour leur permettre d'avoir tous leurs diplômes. Et est-ce que vos salariés, effectivement, c'est un dispositif pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, malgré la complexité, qui était vraiment un vrai levier d'employabilité, de reconnaissance, que c'était quelque chose de très apprécié par les... Alors, tous ceux qui se sont lancés, en fait, dans cette démarche, étaient des personnes qui avaient 10-15 ans d'ancienneté dans un même poste et qui malheureusement n'avaient pas eu le diplôme parce qu'ils avaient quitté l'école pour des raisons X, Y. Et en fait avaient besoin de ça pour se sentir reconnus à l'égard des autres personnes qui avaient le diplôme, qui avaient été recrutées avec le diplôme. C'était important en fait pour elles. C'était plus une reconnaissance personnelle que finalement une demande de reconnaissance de la part de l'entreprise. Ouais, c'est important aussi si l'entreprise a... Patricia aussi, sur la VAE Au sein du groupe Nicolas, ça fait longtemps que je fais la promotion de la VAE. Voilà. C'était un de mes chevaux de bataille, la VAE, la VAE, la VAE. J'étais peu entendue, j'étais peu suivie. J'ai choisi de flécher quelques cas particuliers pour créer l'appétence par la réussite et le porter à tous les niveaux, les petits niveaux, les moyens niveaux et même les hauts niveaux, parce que c'est une entreprise, je vous l'ai dit, où il y a un très fort attachement, une origine familiale et un très fort attachement, et où beaucoup des gens qui occupent des fonctions d'assez haut niveau chez nous sont partis de très bas.
Sauf qu'ils ont fait toute leur carrière dans la maison et se sont jamais posé la question de la certification. Alors, les freins que l'on rencontre, c'est oui, mais pourquoi la VAE? Je suis ici, je vais y finir ma carrière. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Alors là, je les inquiète en plus. Et après, la reconnaissance personnelle. Et aujourd'hui, j'ai quelques beaux exemples et on est en train de préparer au sein de la maison des méthodes de communication diverses et variées au travers des IRP ou autres pour que justement ces gens-là aillent porter leur expérience, mais surtout leur fierté une fois la réussite obtenue. Mais ça, malgré tout, ça n'enlève pas, vous allez avoir droit à une expression sudiste, l'usine à gaz. Alors, c'est le sujet d'Yann Firmin, oui. Effectivement, c'est le sujet d'Yann Firmin de dire c'est un merveilleux outil, mais... Oui, parce que derrière l'usine à gaz se cache souvent ce que vous disiez très justement, un déficit d'information fort et ensuite un déficit d'accompagnement. On s'aperçoit que les lois Rebsamen ayant consacré la VAE collective, même si ce type de dispositif existait avant, le fait de le prendre comme un projet d'entreprise, porté, sponsorisé à haut niveau dans l'entreprise et accompagné, permet d'avoir des taux de résultats qui sont incommensurablement plus élevés que les taux nationaux en matière de VAE, puisqu'on arrive à des taux de 90-95% de réussite et sur des volumes très significatifs. De ce point de vue, et peut-être là ce sera l'occasion de faire le lien avec ce que Michael nous disait tout à l'heure, je crois que l'une des difficultés venait aussi de l'accès au RNCP et de la capacité à la identifier assez facilement, une certification qui puisse correspondre à l'expérience obtenue. Et je me suis souvent amusé de voir que des personnes qui m'interrogeaient en me disant « mais il n'y a pas de certification qui correspond à mon expérience », je leur retournais un petit peu la boutade en disant « je pense qu'il y en a probablement trop et que la difficulté, ça va être de se repérer ». Donc de ce point de vue, cette simplification, je la trouve très encourageante et je crois qu'elle doit permettre de pousser, d'informer, de communiquer et enfin d'avoir ce levier pour développer un outil, une fois encore, que je trouve un outil remarquable, qui donne de très beaux résultats et je suis très heureux de vous entendre, madame, parce qu'effectivement, en termes de remise en confiance, comment dirais-je en soi, de personnes qui ont souvent eu un lien premier avec le monde de la formation un peu compliqué, eh bien, c'est extrêmement intéressant et satisfaisant et on doit l'encourager, on doit le développer. C'est un élément des grandes politiques de formation qu'on évoque dans cette université. Il ne faut pas l'oublier et l'encourager à chaque fois qu'on le peut. Est-ce que vous voyez d'autres leviers de simplification? Il y a la lisibilité des certifications, mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux en termes de... Vous parliez d'usine à gaz. Est-ce que ça aussi, ça vous paraît un empêchement ou ça c'est une question d'accompagnement et c'est pas si compliqué de monter un dossier VAE? C'est pas si compliqué à partir du moment où on prend le temps de l'information initiale. À partir du moment où le dispositif n'est pas connu, où la VAE est souvent un objet non encore identifié ou mal identifié, évidemment, ça part mal. Quand la communication est dans un premier temps bien donnée, l'information correctement menée, on arrive vraiment à simplifier grandement les choses. Et aujourd'hui, parce que c'est un peu un des écueils qu'on entend régulièrement, c'est de dire mais la VAE c'est long. Je m'embarque dans un parcours qui va prendre 6 mois ou 8 mois. Sur l'ensemble des dispositifs collectifs que nous mettons en place et sur plusieurs centaines de salariés, on arrive sur des niveaux de certification 5, 4, 3 à des écartants qui vont de 2 mois à 5 mois. Donc c'est pas vrai que c'est long. Quand j'entends ça va prendre 2 ans, c'est une usine à gaz, c'est compliqué, je crois que c'est pas conforme à la réalité à partir du moment, une fois encore, où les entreprises informent correctement et accompagnent, comme vous l'évoquiez, les salariés qui s'y engagent. Mais malgré tout, il faut quand même, initialement, la prise de conscience de l'investissement personnel. Parce que ça, moi j'appuie beaucoup, quitte à en dégoûter quelques-uns, mais j'appuie énormément sur l'investissement personnel parce que je considère que je préfère avoir quelqu'un qui abandonne avant de commencer que quelqu'un qui abandonne en cours en disant je ne suis pas capable de m'investir assez et ça peut être là un vecteur très négatif pour le salarié. Tout à fait. Alors, Michael, effectivement, sur la VAE, des possibilités effectivement de donner un peu d'impulsion à ce dispositif en créant de la lisibilité? Alors, tout d'abord, je pense que même si ça apparaît pas forcément de manière complètement évidente, parce qu'il n'y a pas, même s'il y a eu un article sur la VAE, c'était pas l'élément central d'affichage. Je pense que pour autant, c'est une des lois qui va, à mon avis, le plus porter le développement de la VAE, pour 2 raisons. La première, c'est la nouvelle définition de l'action de formation et la manière dont on va valoriser des approches de facturation, entre guillemets, de la prestation sur des parcours, est en soi un élément qui va pousser les organismes de formation, parce qu'il y a aussi un vecteur organisme de formation, il ne faut pas mésestimer, à personnaliser mieux les parcours, puisque de toute façon, à partir du moment où ils seront payés sur une logique forfaitaire, sur des logiques de parcours mixtes,
ils auront un intérêt à prendre au mieux en compte les acquis de la personne liés à l'expérience professionnelle. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la notion de bloc de compétences. Elle a comme origine la VAE. C'est-à-dire que c'est la logique de validation partielle qui a instigé l'état d'esprit de dire qu'est-ce qu'on fait quand il y a un écart entre les attendus globaux du diplôme ou de la certification et l'expérience de la personne. Et c'est là, avec les logiques de validation partielle, qu'a commencé à s'enclencher la logique de dire, en fait, il faudrait peut-être qu'il y ait des ensembles cohérents de compétences qui soient présents dans la certification. Donc ça, c'est le premier élément. Donc déjà, la promotion du bloc de compétences est en soi quelque chose qui va permettre, si ce n'est de soutenir la totalité de la logique VAE, en tout cas de favoriser des parcours mixtes entre la formation et la VAE. Et j'attire votre attention sur un élément qui est annoncé en tant qu'élément expérimental, donc forcément ce n'est pas ce qui est mis le plus en valeur, mais qui pour autant risque d'être très structurant, qui est que dans la loi, nous avons une expérimentation de VAE qui cible un bloc. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour être recevable sur un dossier VAE, il faut couvrir l'ensemble des compétences. Alors, il y a deux situations. Soit le certificateur jette un voile pudique et se dit qu'il va laisser passer et qu'il y aura un parcours mixte derrière, première situation. Soit, en fait, la personne ne passe pas l'obstacle et le fait d'avoir ramené à 1 an ne suffit pas à traiter le sujet, puisque l'essentiel, c'est que la personne soit en lien ait une expérience en lien avec le référentiel. Donc, cette expérimentation va permettre d'avoir des approches plus modulaires, de développer des logiques de parcours mixtes. Et ensuite, je pense que de manière plus globale, il faut se réinterroger sur les différents mécanismes de reconnaissance des acquis de l'expérience, et je vais conclure là-dessus. Et notamment, je voulais mettre en valeur une certification qui a été produite l'année dernière par le ministère du Travail sur la reconnaissance des acquis des représentants du personnel, et cette certification qui est hors VAE, puisque là on est sur quelque chose qui est enregistré au répertoire spécifique, que par nature, quand on acquiert on ne peut acquérir qu'un bloc de compétences en lien avec un titre professionnel du ministère du Travail. Cette certification-là, c'est un dispositif de reconnaissance des acquis, et je pense que c'est ce type aussi d'approche de se dire, en fait, il ne faut pas raisonner que VAE. VAE, c'est un bel outil, mais il faudrait raisonner tous les outils de reconnaissance des acquis de l'expérience, soit en formation, soit via des mécanismes un petit peu atypiques comme celui-là, soit en VAE. Merci beaucoup. On est un petit peu en retard. Je sais qu'il y a des gens qui doivent prendre un train, donc je vais remercier mesdames. Vraiment, merci. Messieurs aussi. C'était un débat animé et contradictoire, et je vous remercie infiniment. Je vais maintenant accueillir pour le mot de la fin Patrice Guézou, directeur général de Centre Info, afin qu'on fasse un petit point sur cette 16e université d'hiver de la formation professionnelle. Patrice, bonjour. Donc ça y est, c'est la fin de l'université de la formation professionnelle, la 16e édition tout à l'heure au campus, aujourd'hui au Club Entreprise. Qu'est-ce que vous avez tiré? On a vu que les échanges étaient quand même, en tout cas au niveau des entreprises, assez animés. Il y a des tas de questions qui se posent. Cette réforme est décidément systémique et décidément c'est un Big Bang. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces échanges et de cette 16e édition? Alors tout d'abord, je vais préciser à nos participants, ne partez pas tout de suite, je vous promets de ne pas être long, on ne vous retiendra pas et vous ne perdrez pas le bénéfice de vos transports. Excusez-moi pour cette voix, elle est due à une activité hier soir qui probablement a été trop prolongée, comme un certain nombre d'entre vous, évidemment d'autres plus raisonnables sont restés tranquillement dans leur chambre, mais voilà, les universités, donc c'est aussi cela, les universités d'hiver de la formation, c'est avoir le plaisir de se retrouver dans des configurations différentes. Il s'est produit énormément d'échanges, énormément de contacts. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec toutes les composantes de notre université.
des gens ont fait du business, des gens ont pu échanger avec des acteurs qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Certaines personnes en ont profité pour interpeller directement les représentants de l'État, de France Compétences, de la Caisse des dépôts et consignations. Donc beaucoup d'échanges pour faire en sorte à la fois de s'approprier les éléments clés de cette réforme. C'était le premier objectif que nous nous étions fixés pour cette université, et c'est la raison pour laquelle notamment nous avons eu tous ces ateliers dits réformes pour que, on essaye de se mettre d'accord sur ce texte et qu'on essaye de le comprendre ensemble. Deuxièmement, je crois, et on en a vu la manifestation aussi bien dans le formel que dans l'informel, il s'agissait de partager, d'échanger sur les pratiques, d'échanger des visions. Vraiment, Catherine, cette dernière table ronde était d'une très grande qualité. Bravo, félicitations. Elle était exceptionnelle. J'ai trouvé que les échanges étaient très riches et donc je vous remercie vraiment chaleureusement d'être resté jusqu'à ce moment pour participer à cette table ronde. Donc partager, échanger les visions, les pratiques, faire en sorte qu'on soit capable de construire l'action demain. Et puis aussi, et ça c'est des éléments sur lesquels nous nous engageons et que nous allons reprendre à notre compte, formuler des propositions, indiquer des points d'amélioration. Vous en avez évoqué de très nombreux là dans le cadre de cette dernière table ronde. Nous pensons à Centre Info que nous sommes en mesure de jouer un rôle pour faciliter cette information et la plus grande diffusion de tous ces éléments constitutifs de la loi du 5 et de ces décrets d'application. C'est notre métier, c'est notre vocation, donc c'est bien à nous de continuer le travail qui a été engagé à vos côtés, bien évidemment, puisque on ne le fera pas sans le bénéfice et le partage au sein des différentes communautés métiers, des différents champs d'activité que vous représentez. Donc nous nous y engageons, nous le ferons avec vous. Et si vous voulez prolonger les débats, vous pourrez le faire évidemment au travers d'ores et déjà de nos supports. Vous connaissez Infoformation, vous l'aviez dans vos mallettes, j'espère que vous l'avez bien conservé avec vous. Vous pouvez même vous y abonner. Vous allez avoir, et vous avez reçu depuis quelques semaines, le quotidien de la formation. Vous pouvez continuer à lire cette lettre qui est la lettre de vos actualités. Ce sont les actualités des réseaux, les actualités des professionnels de la formation que nous cherchons à mettre en avant. Donc, tout d'abord, sollicitez-nous si vous trouvez qu'on ne parle pas assez de vous. Et deuxièmement, lisez ces espaces d'information. Et enfin, ce sera mon dernier mot de publicité, excusez-moi, avant quelques remerciements. Vous allez avoir d'ici à peu, c'est-à-dire à la fin du mois de février, les fiches pratiques en 2 tomes, qui sont les fiches pratiques, c'est-à-dire en gros c'est la Bible de la formation 2019 avec l'ensemble des éléments de la loi du 5, tous ces décrets et une connexion Internet pour suivre les décrets complémentaires dont certains sont très attendus. Je pense, parce qu'on a évoqué cela avec beaucoup d'opérateurs de formation qui étaient présents, au décret sur la qualité notamment. Enfin, il y a beaucoup d'attentes sur le sujet de la qualité. Donc, bref, un suivi que nous opérerons au travers de nos différents supports et une vraie volonté de notre part de continuer à entreprendre à vos côtés, donc entreprendre au bénéfice de la formation et entreprendre au bénéfice, bien évidemment, des salariés, des actifs, des jeunes sans qualification, des jeunes en apprentissage, bref, de tous ceux pour lesquels nous travaillons, puisque ils ne sont pas présents dans nos forums, puisque c'est un forum de professionnels, mais c'est bien là que se situe le sens de notre action. Alors Catherine, si vous êtes encore patiente une petite seconde, je sais que c'est jamais trop le fort des journalistes d'être patient, mais je vais simplement dire quelques merci pour celles et ceux qui auraient déjà participé aux merci que j'ai adressés tout à l'heure en salle campus. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout citer et tout réitérer. Mes premiers remerciements, et vraiment ils sont sincères parce qu'on a eu un peu peur, pour être très honnête, c'est à vous que je souhaite les adresser parce que vous avez pris le temps de venir jusqu'à nous, vous avez bravé les intempéries, vous avez bravé les problèmes de transport, SNCF,
SNCF, avions, etc. Enfin bref, beaucoup de conditions dans les journées de lundi, mardi nous ont fait craindre un quasi-désastre en se disant on va avoir une très belle université, mais avec la moitié de nos participants prévus. Vous avez été au rendez-vous, on n'a eu que quelques désistements, très honnêtement. Ça veut dire que nous étions effectivement 1300 pour cette université d'hiver de la formation. Donc si je me permets, je vous demande de vous adresser à un bravo collectif et de vous applaudir vous-même pour commencer. Merci beaucoup, Patrice. Voilà. Et ensuite, j'avais un petit mot, et ce sera le dernier merci que j'adresserai. Si quelques collaborateurs de Centre Info sont encore dans cette salle à cette heure, je leur demande de bien vouloir me rejoindre, parce que c'est grâce à ces collaborateurs que cette université a pu se réaliser. Ils ont été très nombreux à œuvrer. Certains sont restés à la maison, comme on dit. Ils sont restés à domicile à Saint-Denis. D'autres sont venus et vous ont accompagné pendant toutes ces journées. Et donc, je veux les remercier très chaleureusement en votre nom. Et bravo à toutes et à tous. Et alors, Fouzi, est-ce que vous avez sélectionné une musique ? Ah non. Le jingle. Sans Fouzi à la... Très bien. Fouzi, le jingle, ça marche. Tu veux dire un petit mot, Fouzi ? Ah bon, très bien. Bien, bah merci bien. Et puis, bon retour à vous.